Entre les années 800 et 1100 après Jésus-Christ, les navigateurs nordiques affrontaient des températures allant jusqu'à 20 degrés en dessous de zéro dans l'Atlantique Nord, où toute flamme ouverte sur un navire en bois signifiait la mort instantanée pour l'équipage ou par la mer gelée, mais les Vikings ont développé un système d'isolation thermique utilisant des fourrures d'animaux, des couches de laine de mouton d'une épaisseur allant jusqu'à 10 cm et des techniques de réchauffement corporel collectif qui permettaient des voyages jusqu'à 3 semaines consécutives dans des eaux où la température de l'eau restait entre 2 et 4 degrés au-dessus de zéro, défiant toutes les lois de la survie humaine dans des conditions extrêmes sans aucune source de chaleur artificielle à bord. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et commentez de quelle partie du monde vous regardez. Installez-vous confortablement et détendez-vous. Commençons. Comment les Vikings pouvaient-ils maintenir leurs navires au chaud sur des mers glacées sans utiliser le feu? Entre les années 800 et 1100 après la naissance du Christ, les navigateurs nordiques affrontaient des températures pouvant descendre jusqu'à 20 degrés sous zéro dans l'Atlantique Nord, où toute flamme ouverte sur un navire de bois signifiait la mort instantanée pour l'équipage, soit par l'incendie, soit par la mer gelée. Pourtant, les Vikings développèrent un système d'isolation thermique utilisant des fourrures animales, des couches de laine de mouton pouvant atteindre jusqu'à 10 cm d'épaisseur et des techniques de chauffage collectif par la chaleur corporelle qui permettaient des voyages pouvant durer jusqu'à 3 semaines consécutives dans des eaux où la température restait entre 2 et 4 degrés au-dessus de zéro, défiant ainsi toutes les lois de la survie humaine dans des conditions extrêmes sans aucune source de chaleur artificielle à bord. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et commentez de quelle partie du monde vous regardez cette vidéo. Installez-vous confortablement, détendez-vous et commençons ce voyage dans le temps. Chers voyageurs, bienvenue. Aujourd'hui, nous remontons le temps vers une époque où les hommes du Nord, ces guerriers et explorateurs que nous appelons Vikings, défièrent les éléments les plus hostiles de notre planète. Nous allons découvrir ensemble comment ces marins extraordinaires parvinrent à survivre et même à prospérer dans des conditions qui auraient tué la plupart des autres peuples de leur époque. Préparez-vous à plonger dans un monde de glace, de vent et de mer déchaînée, où l'ingéniosité humaine triompha de la nature. L'ère viking s'étend approximativement de 793 après Jésus-Christ, année du raid sur le monastère de Lindisfarne en Angleterre, jusqu'à environ 1166, date traditionnellement considérée comme marquant la fin de cette période, avec la défaite du roi Harald Hardrada à la bataille de Stamford Bridge. Durant ces 4 siècles, les peuples scandinaves lancèrent leurs navires sur les mers les plus dangereuses du monde connues, depuis les côtes glacées du Groenland jusqu'aux rivières chaudes de la Méditerranée, des fjords norvégiens jusqu'aux plaines de la Russie actuelle. Ces hommes et ces femmes n'étaient pas simplement des guerriers assoiffés de sang, comme la légende populaire aime à les dépeindre. Ils étaient des agriculteurs, des artisans, des commerçants, des poètes et des explorateurs. Leur société était complexe et sophistiquée, avec des lois, des traditions et une culture riche qui se transmettait oralement de génération en génération à travers les sagas. Mais c'est leur maîtrise de la mer qui les distingua véritablement de tous les autres peuples de leur temps. Les Vikings habitaient des terres où l'hiver régnait pendant la majeure partie de l'année. En Norvège, en Suède, au Danemark et en Islande, les températures pouvaient chuter de manière dramatique. Les nuits d'hiver étaient longues, parfois interminables dans les régions les plus septentrionales où le soleil ne se levait pas pendant des semaines, voire des mois. Ces hommes connaissaient le froid. Ils étaient nés dedans, avaient grandi avec lui et avaient appris à le respecter et à le combattre depuis leur plus tendre enfance. Mais le froid de la terre ferme, aussi mordant soit-il, n'était rien comparé au froid de la mer. Sur l'océan, le vent souffle sans obstacle, fouettant la peau exposée avec une force qui peut littéralement arracher la chair des os. L'eau salée gèle à des températures légèrement inférieures à celles de l'eau douce, mais elle reste liquide, même à des températures où un homme peut mourir d'hypothermie en quelques minutes. Les embruns qui jaillissent des vagues se transforment instantanément en cristaux de glace qui s'accumulent sur le bois du navire, sur les voiles, sur les cordages, alourdissant progressivement l'embarcation et menaçant de la faire chavirer sous le poids de la glace. L'Atlantique Nord est l'un des océans les plus dangereux et les plus imprévisibles de la planète. Les courants y sont puissants et complexes. Le Gulf Stream apporte des eaux relativement chaudes depuis le golfe du Mexique, créant un contraste thermique avec les eaux glacées descendant de l'Arctique. Cette rencontre génère des conditions météorologiques extrêmes, avec des tempêtes qui peuvent surgir en quelques heures,
transformant une mer relativement calme en un enfer de vagues hautes comme des maisons et de vents capables de déchirer une voile comme du papier. Les Vikings naviguaient dans ces eaux sans boussole, sans carte précise, sans instruments de navigation moderne. Ils se fiaient aux étoiles, au soleil lorsqu'il était visible, à la direction des vagues, au comportement des oiseaux, à la couleur de l'eau. Ils développèrent une connaissance intime de la mer qui leur permettait de deviner la présence d'une terre encore invisible à l'horizon, de prédire l'arrivée d'une tempête avant même que les premiers nuages n'apparaissent. Mais toute cette connaissance, toute cette expérience, toute cette bravoure n'aurait servi à rien si ces hommes n'avaient pas résolu le problème fondamental de la survie en mer dans des conditions de froid extrême. Comment rester en vie pendant des jours, des semaines sur un bateau ouvert, exposé aux éléments, sans possibilité de faire du feu? Le feu était l'ennemi mortel du navire viking. Ces embarcations étaient construites entièrement en bois, calfeutrées avec de la laine et du goudron, équipées de voiles en tissu. Une seule étincelle au mauvais endroit, un seul tison échappé, et le navire entier pouvait s'embraser en quelques minutes. En pleine mer, loin de toute côte, un incendie signifiait une mort certaine. Les hommes auraient le choix entre brûler vifs ou sauter dans une eau glacée qui les tuerait en quelques minutes par hypothermie. Certains récits mentionnent l'utilisation occasionnelle de petits braseros sur les plus grands navires de guerre ou de commerce, mais ces dispositifs étaient exceptionnels, réservés à des situations particulières et utilisés avec une extrême prudence. Pour la grande majorité des voyages, pour les équipages des dracars et des kneurs qui sillonnaient l'Atlantique Nord, le feu était absolument interdit à bord. Comment donc survivaient-ils? Comment ces hommes parvenaient-ils à maintenir leur température corporelle, à garder leurs membres fonctionnels, à éviter l'hypothermie mortelle qui guettait constamment dans ces conditions? La réponse réside dans une combinaison extraordinairement sophistiquée de technologie, de stratégie et de connaissances qui représente l'un des accomplissements les plus remarquables de l'ingéniosité humaine face à des conditions environnementales hostiles. Les Vikings ne cherchèrent pas à réchauffer leur environnement, ce qui était impossible sans feu. Au lieu de cela, ils développèrent des méthodes pour empêcher la chaleur de leur propre corps de s'échapper, pour générer plus de chaleur métabolique et pour partager cette chaleur entre les membres de l'équipage de manière à maximiser les chances de survie de tous. L'Atlantique Nord que traversèrent les Vikings était un monde d'une beauté terrifiante. Imaginez des vagues de 10 mètres de haut, leurs crêtes blanches d'écume fouettées par un vent qui hurle comme une créature vivante. Imaginez un ciel gris plomb d'où tombe non pas de la pluie, mais du grésil, ces petites billes de glace qui frappent le visage comme des aiguilles. Imaginez l'horizon qui disparaît dans la brume, ne laissant qu'un monde gris et blanc où mer et ciel se confondent. Imaginez le froid. Ce froid qui s'insinue à travers les vêtements les plus épais, qui engourdit les doigts au point qu'il devient impossible de saisir une corde, qui fait trembler le corps si violemment que les dents claquent de manière incontrôlable. Dans ces conditions, un homme mal préparé, mal équipé, mal entraîné, mourrait en quelques heures. Mais les Vikings ne mouraient pas, ils survivaient, ils naviguaient, ils exploraient, ils commerçaient, ils faisaient la guerre, ils fondaient des colonies. Comment ? Les Vikings comprenaient quelque chose de fondamental sur le froid et la survie. Le corps humain est une machine thermique. Nous produisons constamment de la chaleur par nos processus métaboliques. Le problème n'est pas de générer cette chaleur, c'est de l'empêcher de s'échapper trop rapidement dans l'environnement. Le corps perd de la chaleur de 4 manières principales. Par conduction, le contact direct avec des objets froids. Par convection, le mouvement de l'air froid autour du corps. Par radiation, l'émission de rayonnement infrarouge, et par évaporation, la transformation de l'eau en vapeur qui consomme beaucoup d'énergie. Les Vikings développèrent des stratégies pour contrer chacun de ces mécanismes de perte de chaleur. Leur approche était globale, systématique, le résultat de siècles d'expériences accumulées, transmises de père en fils, de mère en fille, raffinées et perfectionnées à travers d'innombrables voyages, à travers les succès et les échecs, à travers les survivants qui revenaient avec de nouvelles connaissances et les morts dont les erreurs servaient d'avertissement. Le navire lui-même était la première ligne de défense. Les Vikings ne construisaient pas leurs bateaux au hasard. Chaque détail de la conception, chaque choix de matériaux, chaque technique de construction reflétait une connaissance profonde des exigences de la navigation en eau froide. Le bois utilisé était choisi avec soin, le chêne pour la quille et les parties structurelles nécessitant la plus grande résistance, le pin pour les bordages, plus léger et plus flexible, le bouleau pour certaines pièces intérieures.
Chaque essence avait ses propriétés spécifiques, ses avantages et ses inconvénients. La construction à clin, où les bordages se chevauchent, créait une coque à la fois solide et flexible, capable de se tordre et de fléchir avec les vagues plutôt que de se briser. Cette flexibilité était cruciale dans les mers agitées de l'Atlantique Nord, mais cette technique avait aussi un avantage thermique souvent négligé. Les chevauchements créaient des couches d'air emprisonnées entre les planches, offrant une certaine isolation contre le froid de l'eau. Le calfatage était effectué avec un soin méticuleux. Les Vikings utilisaient de la laine de mouton ou de la bourre de lin imprégnée de goudron ou de graisse animale pour remplir les espaces entre les planches. Cette combinaison créait un joint étanche qui empêchait non seulement l'eau d'entrer, mais aussi le froid de pénétrer trop facilement depuis l'eau glacée vers l'intérieur du navire. À l'intérieur de la coque, les Vikings aménageaient l'espace de manière à créer des zones relativement protégées du vent. Les coffres de rangement, disposés le long des flancs du navire, servaient de banc pour les rameurs, mais créait aussi une sorte de paroi qui brisait le vent. Les voiles, lorsqu'elles n'étaient à ne pas utiliser, pouvaient être déployées comme des bâches pour créer des abris temporaires. Les marchandises et les provisions, empilées stratégiquement, formaient des barrières supplémentaires contre le vent. Mais le navire n'était que le début. La véritable clé de la survie résidait dans ce que portaient les hommes, dans ce qu'ils mangeaient, dans la manière dont ils organisaient leur temps et leurs activités, dans la façon dont ils prenaient soin les uns des autres. C'était un système complexe et interdépendant, où chaque élément jouait un rôle crucial, où la défaillance d'un seul composant pouvait mettre en danger l'ensemble de l'équipage. Les récits des sagas, les découvertes archéologiques, les études modernes sur la physiologie du froid, tout cela nous permet aujourd'hui de reconstituer avec une précision remarquable les méthodes employées par les Vikings pour survivre dans ces conditions extrêmes. C'est une histoire de science empirique développée par l'expérience, de technologie textile sophistiquée, de solidarité humaine dans l'adversité et de détermination face à des défis qui sembleraient insurmontables à la plupart d'entre nous aujourd'hui. La construction des navires vikings représentait l'aboutissement de plusieurs siècles d'évolution technologique et d'adaptation aux conditions uniques de la Scandinavie. Ces embarcations n'étaient pas simplement des moyens de transport, elles étaient des chefs-d'œuvre d'ingénierie parfaitement adaptés à leur environnement hostile. Chaque détail de leur conception reflétait une compréhension profonde non seulement de la navigation et de l'hydrodynamique, mais aussi des défis thermiques posés par la navigation en eau glacée. Les forêts scandinaves fournissaient le matériau de base essentiel, le bois. Mais tous les bois ne se valaient pas. Les constructeurs vikings sélectionnaient leurs arbres avec un soin extrême, recherchant des spécimens qui avaient poussé dans des conditions spécifiques, dont le grain présentait certaines caractéristiques, dont la taille et la forme permettraient de créer les pièces nécessaires avec un minimum de travail et un maximum de résistance. Pour la quille, cette pièce maîtresse qui forme l'épine dorsale du navire et sur laquelle repose toute la structure, les Vikings préféraient le chêne. Cet arbre produisait un bois dense, lourd, extrêmement résistant à la flexion et à la compression. La quille devait supporter toutes les forces qui s'exerçaient sur le navire. Le poids de la structure elle-même, celui des hommes et des marchandises, la poussée de l'eau, les chocs contre les vagues, les contraintes du halage sur la plage. Une quille faible signifiait un navire condamné. Les bordages, ces longues planches qui formèrent la coque, étaient généralement taillées dans du pin ou du chêne plus jeune. Ces planches étaient remarquablement fines, souvent moins de 3 cm d'épaisseur, ce qui peut sembler dérisoire pour une embarcation destinée à affronter l'océan Atlantique. Mais cette finesse était délibérée. Elle permettait aux planches de fléchir légèrement, absorbant ainsi les chocs plutôt que de se briser. Cette flexibilité avait également une conséquence thermique importante. Un bois plus fin se réchauffait plus rapidement au soleil lorsque celui-ci brillait, permettant au navire d'absorber et de stocker une petite quantité de chaleur. La technique de construction à clin, où chaque bordage chevauche celui du dessous, créait une coque qui était à la fois légère et résistante. Les Vikings fixaient ces planches ensemble en perçant des trous et en les attachant avec des racines d'épicéa ou en utilisant des rivets de fer. Les rivets étaient préférés pour les zones soumises aux plus grandes contraintes, tandis que les liens organiques étaient utilisés ailleurs maintenant une certaine flexibilité dans la structure. Entre chaque bordage, dans la zone de chevauchement, les constructeurs inséraient méticuleusement le calfatage. Ils utilisaient principalement de la laine de mouton, une matière première abondante en Scandinavie.
Cette laine était soigneusement cardée pour enlever les impuretés, puis enduite de goudron de pin. Le goudron avait plusieurs fonctions. Il rendait la laine imperméable, il la préservait de la décomposition, et il créait une liaison adhésive qui maintenait le calfatage en place. Mais la laine avait une autre propriété cruciale que les Vikings connaissaient bien. Même mouillée, elle conservait une certaine capacité d'isolation thermique. Les fibres de laine ont une structure qui piège l'air en petites poches, et l'air est l'un des meilleurs isolants naturels. Même lorsque la laine était saturée d'eau de mer, sa structure fibreuse continuait à créer des barrières microscopiques qui ralentissaient le transfert de chaleur. Ainsi, le calfatage ne servait pas seulement à rendre le navire étanche, il constituait aussi une première barrière thermique entre l'eau glacée extérieure et l'intérieur du navire. Les membrures, ces pièces de bois courbes qui formaient les côtes du navire et donnaient sa forme à la coque, n'étaient pas fixées au bordage lors de la construction initiale. Les Vikings construisaient d'abord la coque en assemblant les bordages, créant une sorte de coquille, puis ajoutaient ensuite les membrures à l'intérieur pour renforcer la structure. Cette méthode, appelée construction sur bordée, permettait de créer des formes très élégantes et hydrodynamiques. Les membrures étaient généralement taillées dans des pièces de bois naturellement courbes, souvent des branches ou des troncs qui avaient poussé dans des angles particuliers. Utiliser la courbure naturelle du bois était beaucoup plus efficace que d'essayer de courber des planches droites, qui risquaient de se fendre ou de perdre leur résistance. Ces membrures n'étaient pas attachées rigidement au bordage, mais plutôt liées de manière à permettre un certain mouvement. Cette flexibilité permettait à toute la structure de se tordre légèrement avec les vagues, absorbant l'énergie au lieu de la combattre. Le pont, lorsqu'il existait, était généralement amovible. La plupart des navires vikings n'avaient pas un pont continu comme les navires modernes. Au lieu de cela, ils avaient des planches de pont qui pouvaient être posées ou enlevées selon les besoins. Cette flexibilité était importante pour plusieurs raisons. Elle permettait d'accéder facilement à l'espace de stockage sous le pont. Elle permettait de modifier la configuration du navire selon qu'il transportait des guerriers, des marchandises ou des colons avec leurs animaux. Et, cruciale pour notre sujet, elle permettait de créer différentes configurations pour maximiser la protection contre le froid selon les conditions. Par temps particulièrement froid, les planches de pont pouvaient être disposées pour créer un espace partiellement fermé à l'intérieur du navire. Les voiles, lorsqu'elles n'étaient pas utilisées, pouvaient être tendues au-dessus de cet espace pour créer une sorte de tente. Cette configuration transformait le navire ouvert en un abri relatif qui protégeait au moins partiellement du vent glacial. Le vent est un facteur crucial dans la perte de chaleur. Un corps humain perd la chaleur beaucoup plus rapidement dans un vent froid que dans de l'air froid immobile, un phénomène que nous appelons aujourd'hui le facteur de refroidissement éolien. Les voiles elles-mêmes méritent une attention particulière. Elles étaient tissées en laine, généralement dans un tissage très serré pour maximiser leur efficacité en tant que capteur de vent. La fabrication d'une voile était un travail immense qui mobilisait souvent toute une communauté pendant des mois. Pour un grand navire de guerre, la voile pouvait mesurer plus de 100 mètres carrés, nécessitant plusieurs centaines de kilogrammes de laine et des milliers d'heures de travail. Mais ces voiles en laine avaient une fonction secondaire vitale. Elles servaient de couverture et d'abri. Une voile de navire viking, pliée et étendue au-dessus d'un groupe d'hommes, créait une barrière contre le vent et le grésil. La laine, même sous forme de tissu serré, conservait certaines propriétés isolantes. De plus, les vikings enduisaient souvent leurs voiles de graisse animale ou d'une substance à base de rouge ocre et de graisse pour les rendre plus imperméables et plus durables. Cette couche de graisse ajoutait une protection supplémentaire contre le vent et l'eau. Les cordages étaient également des composants cruciaux du navire, et les Vikings utilisaient plusieurs matériaux différents selon la fonction du cordage. Pour le gréement principal, ils utilisaient souvent du cuir, généralement du cuir de morse ou de phoque, qui était extrêmement résistant et ne se décomposait pas, pourrissait pas au contact de l'eau salée. Pour d'autres usages, ils employaient des cordes de chanvre, de lin ou de fibres d'écorce de tilleul. Ces cordages naturels avaient tendance à rétrécir lorsqu'ils étaient mouillés, ce qui pouvait être un avantage car cela maintenait automatiquement la tension du gréement, mais cela nécessitait aussi une surveillance et des ajustements constants.
L'intérieur du navire était aménagé pour maximiser l'espace utilisable tout en créant des zones de protection relative. Les coffres de mer, ces longs coffres en bois qui contenaient les possessions personnelles des hommes d'équipage, étaient disposés le long des flancs. Ces coffres servaient de siège pour les rameurs pendant la navigation à la rame, mais ils formaient aussi une barrière qui élevait légèrement le niveau du corps des hommes assis, les protégeant du fond de cale où l'eau de mer froide s'infiltrait inévitablement malgré tous les efforts de calfatage. Ces coffres contenaient également les possessions les plus précieuses des hommes, leurs vêtements de rechange, leurs armes, leurs outils, leurs objets personnels. Garder ces objets au sec était crucial, non seulement pour préserver les armes de la rouille et les vêtements de la moisissure, mais aussi pour s'assurer qu'il y aurait toujours des vêtements secs disponibles. Comme nous le verrons, avoir accès à des vêtements secs était littéralement une question de vie ou de mort en mer froide. Les coffres eux-mêmes étaient construits pour être étanches autant que possible. Ils étaient faits de planches épaisses, soigneusement assemblées et calfatées. Les couvercles fermaient hermétiquement, souvent avec des joints de cuir ou de laine pour améliorer l'étanchéité. Certains coffres plus élaborés avaient même des systèmes de verrouillage complexes pour protéger leur contenu précieux. Le gouvernail mérite également une mention. Les Vikings n'utilisaient pas le gouvernail d'Etambo que nous connaissons aujourd'hui qui est fixé à l'arrière du navire sur la ligne centrale. Au lieu de cela, ils utilisaient un gouvernail latéral appelé steerboard en vieux norrois, d'où vient le mot anglais starboard pour tribord. Ce gouvernail était fixé sur le côté droit de la poupe, attaché à la coque par un système ingénieux qui permettait de le soulever en eau peu profonde. Ce gouvernail latéral avait plusieurs avantages. Il était plus facile à réparer ou à remplacer qu'un gouvernail d'Etambo. Il permettait au navire d'être échoué directement sur une plage sans risquer d'endommager le système de direction. Et, peut-être moins évident, sa position offrait au timonier une certaine protection contre le vent venant de l'arrière, car il pouvait se positionner partiellement derrière la structure de la poupe. La poupe et la proue des navires vikings étaient souvent ornées de sculptures élaborées, les fameuses têtes de dragons ou d'autres créatures. Ces ornements avaient certainement une fonction symbolique et religieuse, destinée à effrayer les esprits malveillants ou les ennemis. Mais ils avaient aussi une fonction pratique. Ils servaient de points de repère visuels qui permettaient de juger la position et les mouvements du navire de loin, ce qui était utile lors des formations de flotte. Et, peut-être moins connu, ces structures additionnelles à l'avant et à l'arrière offraient des zones légèrement protégées du vent où les hommes pouvaient se reposer par rotation. Le fond de cale était un espace crucial qui nécessitait une gestion constante. Malgré tous les efforts de calfatage, l'eau s'infiltrait toujours dans le navire. L'eau de pluie, l'eau des vagues qui passaient par-dessus bord, la condensation, les fuites mineures dans le calfatage, tout cela s'accumulait progressivement dans le fond de cale. Cette eau devait être évacuée régulièrement, une tâche appelée écoper, qui était effectuée avec des seaux ou des écopes en bois. L'eau dans le fond de cale posait plusieurs problèmes. Évidemment, trop d'eau pouvait faire couler le navire, mais même une quantité modérée d'eau était dangereuse dans des conditions de froid extrême. L'eau agissait comme un conducteur thermique, aspirant la chaleur des corps des hommes beaucoup plus rapidement que l'air. Les Vikings prenaient donc grand soin de maintenir le fond de cale aussi sec que possible, non seulement pour la sécurité structurelle du navire, mais aussi pour la survie thermique de l'équipage. Pour isoler les hommes et les marchandises du fond de cale humide, les Vikings utilisaient plusieurs stratégies. Ils posèrent souvent des planches supplémentaires ou des nattes tressées sur le fond pour créer une surface surélevée et relativement sèche. Ces planches ou nattes devaient être régulièrement soulevées pour permettre d'écoper l'eau accumulée en dessous, mais elles créaient une barrière cruciale entre les hommes et l'eau froide. Les provisions et l'eau potable étaient stockées dans des tonneaux en bois ou des outres en cuir. Ces contenants étaient soigneusement fermés et, si possible, stockés dans les parties les plus sèches du navire. L'eau potable gelait parfois dans ces contenants lors des voyages les plus froids, nécessitant de la faire dégeler en la gardant près du corps avant de pouvoir la boire. La nourriture gelée posait moins de problèmes car elle se conservait mieux dans cet état, mais elle devait aussi être dégelée avant d'être consommée, généralement en la gardant dans les vêtements près du corps pendant plusieurs heures. Les ancres vikings étaient généralement faites de pierre ou de fer, selon la richesse du propriétaire et l'importance du navire. Une bonne ancre était essentielle pour la sécurité du navire, lui permettant de rester en position dans un port ou près d'une côte sans être emporté par les courants ou le vent. Mais les ancres avaient aussi une fonction thermique indirecte. Elles permettaient aux navires de s'abriter dans des fjords ou derrière des îles pendant les tempêtes les plus violentes ou les périodes de froid les plus intenses, donnant à l'équipage une chance de se reposer et de se réchauffer relativement à l'abri.
La navigation viking suivait généralement les côtes autant que possible. Contrairement à l'image populaire du viking naviguant intrépidement en pleine mer pendant des semaines, la réalité était que la plupart des voyages se faisaient en vue de la côte, avec des arrêts réguliers pour passer la nuit à terre, se réapprovisionner en eau et en nourriture et permettre à l'équipage de se reposer et de se réchauffer autour d'un vrai feu. Les traversées océaniques vers l'Islande, le Groenland ou Vinland en Amérique du Nord étaient des exceptions. Des entreprises extraordinaires qui nécessitaient une planification minutieuse et des équipages expérimentés. Ces voyages étaient généralement entrepris pendant les mois les plus favorables, de la fin du printemps au début de l'automne, lorsque les jours étaient longs, les tempêtes moins fréquentes et les températures relativement clémentes. Même ainsi, ces traversées restaient des épreuves dangereuses qui coûtaient la vie à de nombreux équipages. Les vêtements que portèrent les Vikings en mer représentaient le résultat de millénaires d'évolution culturelle et technologique dans le domaine du textile. Vivre dans le climat scandinave avait forcé les ancêtres des Vikings à développer des vêtements efficaces contre le froid, mais naviguer en mer froide posait des défis supplémentaires et spécifiques qui nécessitaient des adaptations particulières. Le principe fondamental était simple: créer plusieurs couches d'isolation entre la peau et l'environnement extérieur, tout en permettant à la transpiration de s'évacuer pour éviter que les vêtements ne deviennent humides de l'intérieur. La couche la plus intime, celle directement en contact avec la peau, était généralement faite de lin. Le lin était cultivé dans toute la Scandinavie et transformé en tissu à travers un processus long et laborieux. Les femmes vikings passaient d'innombrables heures à rouir le lin, à le tailler, à le peigner, à le filer et enfin à le tisser. Le résultat était un tissu relativement fin, légèrement rugueux au toucher, mais d'une importance cruciale pour la survie dans le froid. Le lin possède une propriété remarquable. Il absorbe l'humidité sans donner une sensation d'être mouillé. Contrairement au coton, qui devient froid et désagréable lorsqu'il est humide, le lin mouillé reste relativement confortable contre la peau. Cette propriété était essentielle car le corps humain transpire constamment, même dans le froid, surtout lors d'efforts physiques comme ramer ou manœuvrer les voiles. Si cette transpiration restait emprisonnée contre la peau, elle refroidirait rapidement le corps. Le lin permettait à l'humidité de s'éloigner de la peau tout en maintenant une certaine isolation. Les sous-vêtements vikings consistaient généralement en une longue tunique de lin qui descendait jusqu'aux genoux ou plus bas, et des braies, sorte de pantalons longs également en lin. Ces vêtements étaient relativement ajustés pour éviter que l'air ne circule trop librement contre la peau, ce qui aurait causé une perte de chaleur par convection, mais pas assez serré pour restreindre les mouvements, car la liberté de mouvement était essentielle pour effectuer les tâches exigeantes de la navigation. Par-dessus cette couche de lin venait la couche de laine. La laine était le textile le plus important pour les Vikings, et ils élevaient des moutons spécifiquement pour obtenir la laine de la meilleure qualité possible. Les moutons scandinaves avaient développé une laine particulièrement adaptée aux conditions froides et humides. Cette laine comportait deux types de fibres, un duvet fin et doux près de la peau de l'animal et des poils de garde plus longs et plus grossiers à l'extérieur. Les deux types avaient leurs utilités. Le duvet était filé pour créer un fil fin qui pouvait être tissé en un tissu relativement doux et confortable. Ce tissu servait à confectionner des tuniques, des pantalons et des chemises de laine qui constituaient la deuxième couche de vêtements. Cette laine était souvent laissée dans son état naturel, sans être lavée complètement, de sorte qu'elle conservait une partie de la lanoline, la graisse naturelle du mouton. La lanoline rendait la laine naturellement hydrophobe, repoussant l'eau dans une certaine mesure et aidant à garder le porteur au sec. Les poils de garde, plus grossiers, étaient utilisés pour créer des tissus plus épais et plus résistants, destinés aux couches extérieures des vêtements. Ces tissus étaient tissés de manière plus lâche, créant un matériau épais qui emprisonnait beaucoup d'air entre ses fibres. Cet air emprisonné était la clé de l'isolation thermique. L'air ne conduit pas bien la chaleur, donc plus il y avait d'air emprisonné dans et entre les couches de vêtements, mieux le corps était isolé du froid extérieur. Une tunique de laine épaisse, descendant jusqu'à mi-cuisse ou aux genoux, constituait généralement la troisième couche. Cette tunique était souvent richement décorée, surtout pour les hommes de rang élevé, avec des broderies au col, aux poignets et à l'ourlet. Mais au-delà de l'aspect décoratif, ces tuniques étaient avant tout fonctionnelles. Elles étaient coupées de manière à permettre une grande liberté de mouvement, tout en minimisant les ouvertures par lesquelles l'air froid pourrait s'infiltrer.
Les manches étaient longues, souvent avec des poignets ajustés qui pouvaient être fermés étroitement autour des poignets pour empêcher l'air froid de remonter le long des bras. Le col était haut et pouvait être fermé avec une broche ou un bouton. L'ourlet était long, couvrant les cuisses pour protéger cette zone où passent de grosses artères proches de la surface de la peau. Par-dessus la tunique venaient les pantalons de laine. Les Vikings portèrent des pantalons longs, contrairement à certaines périodes ultérieures du Moyen Âge où les choses courtes étaient à la mode. Ces pantalons étaient souvent assez amples, permettant de porter plusieurs couches en dessous si nécessaire. Ils étaient maintenus à la taille par une ceinture ou un cordon et pouvaient être resserrés aux chevilles avec des bandes de tissu enroulées autour de la jambe inférieure. Ces bandes, appelées winningas, servaient plusieurs fonctions. Elles empêchaient les pantalons de se prendre dans les cordages ou les équipements du navire. Elles protégeaient les chevilles et les tibias. Et, crucial pour notre sujet, elles empêchaient l'air froid de remonter le long des jambes à l'intérieur des pantalons. Ces bandes étaient parfois faites de laine épaisse, ajoutant une couche d'isolation supplémentaire aux parties inférieures des jambes. Les chaussettes ou les chausses de laine complétaient l'habillement des jambes. Ces chaussettes pouvaient être tricotées ou faites de tissu de laine cousu en forme de chaussettes. Le tricot, une technique qui permet de créer un tissu élastique et dense, était connu des Vikings, bien que peut-être pas aussi répandu que dans les périodes ultérieures. Les chaussettes tricotées avaient l'avantage de s'adapter étroitement à la forme du pied et de la jambe inférieure, minimisant les poches d'air qui auraient pu créer des pertes de chaleur par convection. Les chaussures vikings destinées à la navigation en mer étaient généralement faites de cuir, mais d'un type particulier. Le cuir était traité avec de la graisse animale, souvent de la graisse d'oie ou de phoque, jusqu'à ce qu'il soit complètement saturé. Ce processus, répété plusieurs fois, rendait le cuir résistant à l'eau. Ces chaussures n'étaient pas complètement imperméables dans le sens moderne du terme, mais elles repoussaient l'eau suffisamment longtemps pour être utiles. La forme des chaussures était assez simple, souvent une seule pièce de cuir cousue avec une couture le long du dessus et de l'arrière du pied. Elles étaient apportées avec plusieurs paires de chaussettes de laine pour l'isolation. Les pieds étaient une des parties du corps les plus vulnérables au froid. Ils sont éloignés du tronc où la chaleur est générée et ils sont constamment en contact avec le pont du navire qui est lui-même refroidi par l'eau en dessous. De plus, la circulation sanguine dans les pieds peut être réduite par le froid, créant un cercle vicieux où les pieds froids causent une réduction du flux sanguin, ce qui les rend encore plus froids. Les Vikings comprenaient ce danger et prenaient grand soin de protéger leurs pieds. En plus des multiples couches de chaussettes et des chaussures graissées, ils utilisaient parfois du foin ou de l'herbe sèche comme isolation supplémentaire. Cette matière végétale était placée à l'intérieur des chaussures, autour des chaussettes. Le foin créait des millions de petites poches d'air qui isolaient merveilleusement bien. De plus, lorsque le foin devenait humide, il pouvait être simplement jeté et remplacé par du foin sec, une ressource qui était facile à emporter en grande quantité et qui ne prenait pas beaucoup de place. Pour les mains, les Vikings utilisaient des gants ou des moufles de laine. Les moufles, où tous les doigts, sauf le pouce, sont ensemble dans un seul compartiment, sont plus chaudes que les gants parce qu'elles permettent aux doigts de se réchauffer mutuellement et réduisent la surface exposée au froid. Cependant, les moufles réduisent la dextérité et les marins avaient souvent besoin d'utiliser leurs doigts individuellement pour manipuler les cordages et les voiles. La solution était d'utiliser des moufles avec un système qui permettait de libérer les doigts lorsque nécessaire. Certains modèles avaient un rabat qui pouvait être replié pour exposer les doigts tout en gardant les moufles attachés à la main. D'autres utilisaient des gants fins sous des moufles épaisses, permettant d'enlever temporairement les moufles pour des tâches délicates, tout en conservant une certaine protection avec les gants fins. Mais même avec ces précautions, les mains restaient vulnérables. Dans le froid extrême, il était parfois nécessaire de placer les mains sous les aisselles, où la chaleur du tronc pouvait les réchauffer, ou de les souffler avec la laine chaude. Les équipages organisaient leur travail de manière à ce que les hommes puissent tourner entre des tâches qui nécessitaient l'usage des mains nues et des périodes où ils pouvaient garder leurs mains protégées et au chaud. La tête et le cou étaient d'autres zones critiques pour la conservation de la chaleur. Le cerveau humain nécessite une grande quantité de sang pour fonctionner, et le corps priorise toujours l'approvisionnement en sang du cerveau même en cas de froid extrême. Cela signifie qu'une proportion importante de la chaleur corporelle peut être perdue par la tête si elle n'est pas correctement protégée. Les Vikings portaient donc des bonnets de laine, souvent assez longs pour couvrir les oreilles et la nuque. Ces bonnets pouvaient prendre diverses formes. Certains étaient simples et unis, d'autres étaient décorés de motifs complexes. Certains avaient des rabats qui pouvaient être attachés sous le menton pour offrir une protection supplémentaire contre le vent.
Les hommes de rang élevé portèrent parfois des bonnets doublés de fourrure, offrant une isolation encore meilleure. Les capuches étaient également communes. De nombreuses tuniques extérieures étaient équipées de capuches attachées qui pouvaient être relevées pour protéger la tête, les oreilles et le cou en cas de besoin. Ces capuches étaient souvent assez grandes pour être portées par-dessus un bonnet, créant 2 couches de protection. L'ouverture de la capuche pouvait être resserrée avec un cordon, ne laissant qu'une petite ouverture pour le visage. Pour protéger le visage lui-même contre le vent glacial et le grésil, les Vikings utilisaient parfois des écharpes ou des cache-cous en laine qui pouvaient être enroulés autour du bas du visage, couvrant la bouche et le nez. Respirer à travers la laine réchauffait légèrement l'air inspiré et piégeait l'humidité de l'air expiré qui autrement se serait condensé en givre sur la barbe et le visage. Parlant de barbe, la plupart des hommes vikings portèrent la barbe, et ce n'était pas seulement une question de mode. Une barbe épaisse offrait une protection supplémentaire contre le froid, créant une couche isolante de poils sur le visage. Cependant, dans des conditions de froid extrême, la respiration pouvait causer la formation de glace dans la barbe, ce qui était non seulement inconfortable, mais pouvait aussi causer des engelures. Les Vikings devaient donc régulièrement vérifier leur barbe et enlever la glace accumulée. Au-dessus de toutes ces couches de laine venait la couche extérieure la plus importante, le manteau ou la cape. Ces vêtements extérieurs étaient généralement faits du tissu de laine le plus épais et le plus résistant disponible. Ils étaient longs, souvent descendant jusqu'aux genoux ou même aux chevilles, et assez amples pour permettre de bouger facilement tout en portant toutes les couches de vêtements en dessous. Ces manteaux étaient souvent traités pour les rendre plus résistants à l'eau. Le traitement pouvait consister à imprégner le tissu de graisse animale ou d'une préparation à base d'huile de poisson. Ces substances remplissaient les espaces entre les fibres de laine, créant une barrière qui repoussait l'eau. Le manteau n'était pas complètement imperméable, mais il pouvait résister à la pluie légère et aux embruns pendant un certain temps avant de devenir saturé. Au-delà des vêtements individuels et des aménagements du navire, la survie dans le froid extrême de l'Atlantique Nord dépendait d'une stratégie collective sophistiquée que les Vikings avaient perfectionnée au fil des siècles. Le concept central était simple mais puissant. Le corps humain génère constamment de la chaleur, et cette chaleur peut être partagée entre plusieurs individus pour maximiser les chances de survie de tous. Cette approche transformait l'équipage d'un navire viking d'une simple collection d'individus en un organisme thermique unifié où chaque membre contribuait à la survie des autres. La chaleur corporelle humaine provient principalement du métabolisme, l'ensemble des réactions chimiques qui maintiennent la vie. Même au repos, un adulte moyen génère environ 100 watts de chaleur, équivalent à une ampoule électrique puissante. Lors d'exercices physiques comme ramer, cette production peut augmenter jusqu'à 500 watts ou plus. Cette chaleur doit être évacuée dans un environnement chaud pour éviter la surchauffe, mais dans un environnement froid, elle devient une ressource précieuse qu'il faut conserver. Le problème est que la chaleur corporelle s'échappe rapidement dans l'air froid, surtout lorsque cet air est en mouvement. Un homme seul, assis immobile sur un navire en mer froide, perdrait sa chaleur corporelle plus rapidement qu'il ne pourrait la générer même avec les meilleurs vêtements. La température centrale de son corps chuterait progressivement, menant d'abord à un inconfort extrême, puis à une incapacité à fonctionner normalement, et finalement à l'hypothermie mortelle. Mais lorsque plusieurs hommes se regroupent étroitement, la situation change radicalement. Chaque corps agit comme une source de chaleur pour les autres. L'air entre les corps se réchauffe, créant une zone de microclimat relativement tempérée. La surface totale exposée au froid extérieur est réduite proportionnellement au nombre d'individus dans le groupe. Un homme seul expose peut-être 2 mètres carrés de surface corporelle au froid. 10 hommes serrés ensemble n'exposent pas 20 mètres carrés, mais peut-être seulement 12 ou 13, car les surfaces en contact entre eux ne sont plus exposées au froid extérieur. Les Vikings exploitaient systématiquement ce principe. L'organisation de l'équipage en mer reflétait cette nécessité thermique autant que les besoins opérationnels du navire. Les hommes n'étaient jamais laissés seuls s'ils n'étaient pas activement occupés à une tâche. Lorsqu'ils se reposaient, ils se regroupaient étroitement, formant ce que nous pourrions appeler des îlots thermiques. La configuration typique pour le repos consistait à avoir les hommes assis ou allongés en rangées serrées le long de la coque du navire, leurs corps se touchant sur toute leur longueur. Les hommes des extrémités, qui étaient plus exposés au froid, étaient régulièrement remplacés par rotation avec ceux du milieu qui bénéficièrent de la chaleur de leurs voisins des 2 côtés. Cette rotation assurait que personne ne restait trop longtemps dans la position la plus froide
froide. La nuit ou pendant les longues périodes de mauvais temps lorsque la navigation était impossible et que le navire devait simplement résister à la tempête, les Vikings utilisaient une configuration encore plus élaborée. Ils créaient ce que nous pourrions appeler un nid thermique collectif. Le pont était couvert autant que possible avec les planches amovibles. Les voiles étaient disposées pour créer une tente au-dessus de l'espace central du navire. Tous les objets disponibles, coffres, sacs de provisions, boucliers, étaient disposés pour former des murs qui bloquaient le vent. À l'intérieur de cet espace partiellement abrité, les hommes s'allongeaient étroitement serrés les uns contre les autres, formant des couches humaines. Cette technique, que nous pourrions appeler stratification corporelle, était extraordinairement efficace. Les hommes s'allongeaient alternativement tête bêche, de sorte que le torse chaud d'un homme, où est générée la plus grande partie de la chaleur corporelle, était adjacent au torse d'un autre homme, plutôt qu'à ses pieds froids. Cette disposition maximisait le transfert de chaleur entre les corps. Par-dessus ces couches d'hommes, on étendait toutes les couvertures, peaux et fourrures disponibles. La laine, même celle des voiles si nécessaire, était utilisée pour créer une barrière isolante au-dessus du groupe. L'objectif était de piéger l'air réchauffé par les corps dans l'espace immédiatement autour d'eux, créant une bulle de chaleur relative dans le froid extérieur. Cette méthode n'était pas confortable. Les hommes étaient écrasés les uns contre les autres, dans l'obscurité et souvent dans l'humidité. L'air sous les couvertures devenait rapidement chargé de la respiration de dizaines d'hommes, humides et malodorants. Mais c'était efficace. Des études modernes sur la physiologie du froid ont confirmé que des personnes regroupées de cette manière peuvent survivre à des températures qui tueraient rapidement un individu isolé. Les Vikings avaient même développé des règles sociales et des traditions autour de ces pratiques de partage de chaleur. Il était considéré comme un devoir sacré de partager sa chaleur avec un camarade qui montrait des signes de froid excessif. Refuser cet acte de solidarité était vu comme une violation grave de l'éthique du groupe, punissable par l'ostracisme ou pire. Dans certaines sagas, on trouve des récits d'hommes qui donnèrent leurs propres vêtements ou couvertures à des camarades en danger d'hypothermie, sacrifiant leur propre confort pour sauver un frère d'armes. Cette éthique de solidarité thermique s'étendait à tous les aspects de la vie à bord. Lorsqu'un homme devait effectuer une tâche qui l'exposait particulièrement au froid, comme grimper au mât pour réparer un gréement ou se pencher par-dessus bord pour écoper l'eau, il savait qu'il serait ensuite réchauffé par ses camarades. Cette assurance permettait aux hommes d'accomplir des tâches dangereuses dans le froid sans la peur paralysante de l'hypothermie. Le processus de réchauffement d'un homme froid était systématique. L'individu refroidi était placé au centre d'un groupe d'hommes plus chauds. Ses vêtements mouillés étaient enlevés si possible et remplacés par des vêtements secs tirés des coffres de mer. Les hommes chauds se serraient contre lui de tous côtés, partageant directement la chaleur de leur corps. Des couvertures étaient empilées au-dessus du groupe. Si disponible, on donnait à l'homme froid une boisson chaude, bien que cela nécessitait d'avoir accès à un feu à terre. Ce réchauffement collectif devait être graduel. Les Vikings avaient observé, probablement à travers des expériences tragiques, qu'essayer de réchauffer un homme très froid trop rapidement pouvait être mortel. Ce que nous comprenons aujourd'hui comme le choc de réchauffement, où le sang-froid des extrémités retourne vers le cœur et peut causer un arrêt cardiaque, était connu empiriquement des Vikings. Ils réchauffaient donc leurs camarades lentement et progressivement, surveillant attentivement les signes de récupération ou de détérioration. La rotation des tâches était un autre élément crucial de la stratégie thermique collective. Sur un navire en navigation active, il y avait toujours des tâches à accomplir: tenir le gouvernail, surveiller l'horizon, ajuster les voiles, écoper l'eau. Ces tâches exposaient celui qui les effectuait au froid du vent et des embruns. Les Vikings organisaient donc une rotation constante, où chaque homme effectuait une tâche exposée pendant une période limitée avant d'être relevé et de pouvoir se réchauffer avec le groupe. La durée de ces rotations variait selon la sévérité du froid et la difficulté de la tâche. Par temps modérément froid, un homme pouvait tenir le gouvernail pendant 1 heure ou plus. Par temps extrêmement froid, les rotations pouvaient être aussi courtes que 15 ou 20 minutes. Les chefs vikings expérimentés savaient juger les conditions et adapter les rotations en conséquence. Pousser un homme à rester trop longtemps à une tâche exposée pouvait résulter en des engelures ou une hypothermie qui diminuerait la capacité de l'équipage entier. Le ramage offrait un avantage thermique particulier car c'était un exercice physique vigoureux qui générait beaucoup de chaleur métabolique. Un homme qui rame produit 4 ou 5 fois plus de chaleur qu'un homme au repos. Cette chaleur maintient non seulement le rameur lui-même au chaud, mais irradie aussi vers ses voisins. Ainsi, lorsque les Vikings ramaient,
Tout l'équipage bénéficiait de l'augmentation de la production de chaleur, créant un environnement relativement plus chaud dans le navire. Les Vikings exploitaient stratégiquement cet avantage. Lors de matinées particulièrement froides, après une nuit passée sous les couvertures, l'équipage commençait souvent par une session de ramage vigoureux, même si ce n'était pas strictement nécessaire pour la navigation. Cette activité servait à réchauffer tous les hommes, à faire circuler leur sang, à dissiper l'engourdissement et la raideur causée par le froid et l'immobilité de la nuit. Après une demi-heure ou une heure de ramage intense, les hommes étaient réchauffés, alertes et prêts pour les tâches de la journée. Cette utilisation stratégique de l'exercice physique pour générer de la chaleur était intégrée dans toutes les routines à bord. Lorsque le navire était sous voile et que les hommes n'avaient pas de tâches urgentes, les chefs encourageaient souvent des activités physiques, des exercices d'armes, des séances de lutte, même simplement marcher d'avant en arrière sur le pont dans les limites étroites disponibles. Tout cela servait à maintenir les hommes au chaud en augmentant leur production de chaleur métabolique. La nourriture jouait également un rôle crucial dans cette stratégie thermique collective, un sujet que nous explorerons en détail dans la section suivante. Mais il est important de noter ici que le partage de nourriture était un autre aspect de la solidarité thermique. Les hommes mangeaient ensemble à des heures régulières, partageant les rations équitablement. Cette pratique assurait que chaque homme recevait le carburant métabolique nécessaire pour générer de la chaleur corporelle. Les Vikings comprenaient que certains hommes étaient naturellement plus résistants au froid que d'autres. Les individus plus grands et plus corpulents, avec plus de masse musculaire et de graisse corporelle, résistaient mieux au froid. Les jeunes hommes vigoureux se remettaient plus rapidement d'une exposition au froid que les hommes plus âgés ou les malades. Ces différences étaient prises en compte dans l'organisation du travail et la distribution des ressources. Les hommes identifiés comme particulièrement vulnérables au froid recevaient parfois des vêtements supplémentaires ou des positions plus abritées. Cependant, cela devait être équilibré avec les besoins opérationnels du navire et le maintien du moral. Un homme qui était perçu comme recevant un traitement préférentiel injuste pouvait susciter du ressentiment, ce qui était dangereux dans les confins étroits d'un navire en mer. Les chefs vikings devaient naviguer ces dynamiques sociales avec soin, équilibrant la nécessité de protéger les vulnérables avec le besoin de maintenir la cohésion du groupe. Le rôle du chef lui-même était crucial dans la stratégie thermique collective. Un bon chef viking ne se contentait pas de commander. Il participait activement aux tâches difficiles et exposées, donnant l'exemple à ses hommes. Cette participation avait une dimension pratique, car elle démontrait que le chef comprenait les difficultés que ses hommes enduraient. Mais elle avait aussi une dimension thermique. Un chef qui participait au ramage ou à d'autres tâches physiques générait sa propre chaleur et contribuait à la chaleur collective du groupe. Les chefs expérimentés étaient constamment vigilants pour détecter les signes d'hypothermie dans leur équipage. Ces signes incluent les frissons violents et incontrôlables qui sont le mécanisme du corps pour générer de la chaleur par l'activité musculaire involontaire. Paradoxalement, lorsque les frissons s'arrêtent dans une personne exposée au froid, c'est souvent un signe très dangereux, indiquant que l'hypothermie est devenue sévère et que le corps abandonne ses tentatives de se réchauffer. D'autres signes incluaient la confusion mentale, les troubles de l'élocution, la maladresse et la léthargie. Une personne souffrant d'hypothermie modérée à sévère peut devenir irrationnelle, refusant l'aide ou insistant qu'elle se sent bien alors qu'elle est objectivement en danger. Les Vikings connaissaient ces signes et savaient qu'il fallait parfois forcer un homme à accepter des soins pour son propre bien. La communication et le moral étaient des éléments essentiels de la stratégie de survie collective. Les longs voyages dans le froid et l'inconfort pouvaient éroder le moral, menant à la dépression et au désespoir qui réduisaient la volonté de survivre. Les Vikings combattaient cela par divers moyens. Ils racontaient des histoires, chantaient des chansons, récitaient des poèmes épiques. Ces activités servaient non seulement à passer le temps, mais aussi à maintenir les esprits engagés et positifs. Les chants de rameurs, en particulier, servaient plusieurs fonctions. Ils coordonnaient le rythme du ramage, assurant que tous les hommes tiraient leurs rames en synchronisation pour une efficacité maximale. Ils maintenaient le moral en créant un sentiment d'unité et de but commun. Et, subtilement mais important, chanter nécessite une respiration profonde et contrôlée, ce qui aide à oxygéner le sang et à maintenir la fonction métabolique. Les technologies textiles que les Vikings développèrent pour créer leurs vêtements isolants représentent un accomplissement remarquable qui est souvent sous-estimé dans les récits historiques populaires.
Ces technologies, perfectionnées sur des siècles, transformaient des matières premières simples, la laine des moutons et les fibres du lin, en systèmes d'isolation sophistiqués capables de protéger la vie humaine dans des conditions qui défient l'imagination moderne. Comprendre ces technologies en détail nous permet d'apprécier pleinement l'ingéniosité des Vikings et la complexité de leur survie en mer. La laine était sans conteste le textile le plus crucial pour la survie dans le froid. Mais toutes les laines ne sont pas égales, et les Vikings le savaient bien. Ils élevaient et sélectionnaient leurs moutons sur des générations pour obtenir des caractéristiques spécifiques de laine adaptées aux conditions froides et humides de la Scandinavie. Les races de moutons nordiques développèrent une toison double couche avec un sous-poil fin et dense près de la peau de l'animal, appelé duvet, et des poils de couverture plus longs et plus grossiers à l'extérieur. Cette structure en 2 couches n'était pas accidentelle, mais le résultat d'une sélection naturelle dans les climats froids. Le duvet fournissait l'isolation, créant une barrière d'air chaud près du corps de l'animal. Les poils de couverture repoussaient l'eau, protégeaient le duvet délicat des dommages mécaniques et ajoutaient une couche supplémentaire de protection contre les éléments. Les Vikings comprenaient ces propriétés et les exploitaient dans leur fabrication textile. La tonte des moutons se faisait généralement au printemps, lorsque les animaux avaient développé leur toison d'hiver complète, mais que le temps commençait à se réchauffer. La laine fraîchement tondue contenait une grande quantité de lanoline, une substance grasse sécrétée par la peau du mouton. La lanoline est naturellement hydrophobe et antimicrobienne. Elle repousse l'eau et protège la laine de la décomposition et des parasites. Dans de nombreuses traditions textiles, la première étape du traitement de la laine consiste à la laver soigneusement pour enlever toute la lanoline, la saleté et les débris. Mais les Vikings adoptèrent souvent une approche plus nuancée. Pour certaines utilisations, particulièrement pour les vêtements extérieurs destinés à la navigation en mer, ils conservaient intentionnellement une partie de la lanoline dans la laine. Cette laine à peine lavée, retenant sa graisse naturelle, créait un tissu qui repoussait naturellement l'eau des embruns et de la pluie. Le traitement de la laine commençait par le tri. Les différentes parties de la toison du mouton produisent de la laine de qualité différente. La laine du dos et des flancs est généralement la plus fine et la plus longue. Celle des jambes et du ventre est plus courte et contient plus de débris. Les Vikings triaient soigneusement la laine, réservant les meilleures fibres pour les vêtements les plus fins et de la plus haute qualité, et utilisant les fibres inférieures pour des usages moins exigeants ou pour le feutrage. Après le tri venait le cardage, le processus d'alignement des fibres de laine pour les préparer au filage. Les Vikings utilisaient des cardes, des outils ressemblant à des brosses avec des dents métalliques ou de plantes épineuses. Le cardage démêlait les fibres, enlevait les derniers débris et les alignait grossièrement dans la même direction. Ce processus était laborieux, nécessitant des heures de travail pour préparer suffisamment de laine pour filer. Le filage transformait les fibres de laine cardée en fils. Les Vikings utilisaient principalement des fuseaux, de simples bâtons lestés par un poids en pierre, en argile ou en os appelé fusaïole. La fileuse attachait quelques fibres de laine au fuseau, le faisait tourner et guidait habilement les fibres depuis la masse de laine cardée vers le fil en formation. La rotation du fuseau tordait les fibres ensemble, créant un fil continu. La compétence de la fileuse déterminait la qualité du fil. Un fil fin et régulier nécessitait des années de pratique pour être maîtrisé. L'épaisseur du fil pouvait être variée selon l'usage prévu. Un fil fin était utilisé pour tisser des tissus de laine légers et relativement doux pour les sous-vêtements et les tuniques intérieures. Un fil plus épais servait pour les tissus extérieurs plus robustes. Un fil très épais, à peine tordu, était parfait pour le tricot ou le feutrage. Le degré de torsion était également crucial. Une torsion serrée créait un fil fort et dense qui produisait un tissu serré et résistant au vent. Une torsion plus lâche donnait un fil plus doux et plus élastique qui créait un tissu moelleux avec plus d'air emprisonné, offrant une meilleure isolation. Les fileuses vikings maîtrisaient ces variations, ajustant leur technique selon l'usage final prévu du fil. Une fois filée, la laine était tissée sur des métiers à tisser. Les vikings utilisaient principalement des métiers verticaux à poids, de grands cadres dressés contre un mur où les fils de chêne, les fils verticaux, pendaient tendus par des poids en pierre ou en argile. La tisserande passait les fils de trame, les fils horizontaux, à travers la chaîne, créant progressivement le tissu. Le tissage permettait un contrôle précis de la structure du tissu. Un tissage serré, avec beaucoup de fils par centimètre, créait un tissu dense qui bloquait le vent mais qui était relativement raide et moins isolant.
Un tissage plus lâche produisait un tissu plus souple qui emprisonnait plus d'air mais qui laissait passer plus de vent. Les tisserands vikings apprenaient à équilibrer ces propriétés, créant des tissus optimisés pour différentes couches de vêtements. Certains tissus étaient tissés avec des motifs complexes, incorporant des fils de différentes couleurs pour créer des designs décoratifs. Ces motifs n'étaient pas purement esthétiques. Ils identifiaient aussi l'origine du tissu et parfois le statut du porteur. Un homme portant un manteau avec des motifs complexes signalait qu'il avait accès à des ressources importantes, car de tels tissus nécessitaient beaucoup de travail, beaucoup plus de temps et de compétences pour être produits. Après le tissage venait parfois le foulage, un processus qui transformait radicalement les propriétés du tissu. Le foulage consistait à mouiller le tissu de laine et à le battre, le piétiner ou le frotter vigoureusement. Ce traitement mécanique faisait que les fibres de laine s'emmêlaient et se compactaient, créant un tissu plus épais, plus dense et plus imperméable. Le foulage réduisait significativement la taille du tissu, parfois jusqu'à la moitié de ses dimensions originales, tout en doublant son épaisseur. Le tissu foulé, souvent appelé loden dans les traditions textiles ultérieures d'Europe centrale, avait des propriétés remarquables pour les vêtements d'extérieur. Il était résistant au vent car les fibres étaient si étroitement compactées qu'elles ne laissaient presque pas d'air passer. Il résistait à l'eau car la surface dense de fibres emmêlées empêchait l'eau de pénétrer facilement. Et il conservait une bonne isolation car, malgré la densité, des poches d'air restaient emprisonnées dans la structure du tissu. Les Vikings produisaient différents degrés de foulage selon l'usage prévu. Un foulage léger donnait un tissu qui conservait une certaine souplesse tout en gagnant en résistance au vent et à l'eau. Un foulage intense produisait un tissu presque semblable à du feutre, très raide, mais extrêmement protecteur. Les manteaux et capes extérieurs destinés à la navigation en mer étaient généralement faits de tissus fortement foulés. Le feutre pur représentait une technologie textile distincte qui était également utilisée par les Vikings. Le feutre n'est pas tissé mais créé en emmêlant directement les fibres de laine. Pour fabriquer du feutre, on étalait des couches de laine cardée, on les mouillait avec de l'eau chaude savonneuse et on les travaillait vigoureusement, les roulant, les frottant et les battant. La combinaison de l'humidité, de la chaleur, de l'alcalinité du savon et de l'action mécanique faisait que les écailles microscopiques sur chaque fibre de laine s'accrochaient aux écailles des fibres voisines, créant un mat dense et cohésif. Le feutre avait des propriétés exceptionnelles pour certaines applications. Il était très épais et isolant, beaucoup plus que la plupart des tissus tissés. Il ne s'effilochait pas car il n'avait pas de fils individuels qui pouvaient se défaire. Il était relativement imperméable, surtout s'il était traité avec de la graisse. Les Vikings utilisaient le feutre pour les chapeaux, les semelles de chaussures intérieures et parfois pour des vêtements d'extérieur ou des couvertures. La combinaison de tous ces types de textiles de laine, des tissus fins aux tissus épais foulés au feutre, permettait aux Vikings de créer un système de vêtements en couches d'une sophistication remarquable. Chaque couche avait des propriétés spécifiques qui contribuaient à l'efficacité globale du système. Les couches intérieures de tissu fin géraient l'humidité et fournissaient une isolation de base. Les couches intermédiaires de tissu plus épaisses ajoutaient une isolation substantielle. Les couches extérieures de tissu foulé ou de feutre bloquèrent le vent et repoussaient l'eau. Le principe du système en couches est que l'air emprisonné entre les couches contribue autant ou plus à l'isolation que les matériaux des couches elles-mêmes. L'air est un excellent isolant, beaucoup meilleur que même la meilleure laine, tant qu'il reste immobile. Les couches multiples créent de multiples barrières d'air, chacune contribuant à ralentir le flux de chaleur du corps vers l'environnement froid. Mais le système en couches offre aussi de la flexibilité. Lorsqu'un homme effectue un travail physique intense et commence à surchauffer, il peut enlever une ou plusieurs couches extérieures pour augmenter le refroidissement. Lorsqu'il se repose et que sa production de chaleur diminue, il peut remettre ses couches pour conserver sa chaleur. Cette adaptabilité était cruciale sur un navire viking où les hommes alternaient constamment entre des périodes d'activité intense et de repos. Les fourrures d'animaux représentaient une autre catégorie importante de matériaux isolants utilisés par les Vikings. Alors que la laine était le matériau principal pour la plupart des vêtements, les fourrures étaient réservées aux situations les plus extrêmes et étaient souvent un signe de statut élevé en raison de leur coût et de leur rareté. Diverses espèces d'animaux fournissaient des fourrures avec des propriétés différentes. Les peaux d'ours, de loup et de renne étaient particulièrement prisées pour leur épaisseur et leur capacité isolante exceptionnelle. Les peaux de phoque et de loutre de mer avaient la propriété remarquable d'être à la fois extrêmement chaudes et relativement résistantes à l'eau, les rendant idéales pour la navigation en mer.
Les peaux de mouton et de chèvre, avec leur laine ou leurs poils encore attachés au cuir, offraient une excellente isolation à un coût plus abordable. Le traitement des peaux pour créer des fourrures utilisables était un processus complexe et laborieux. La peau fraîche devait d'abord être nettoyée de tout tissu adipeux et chair restant, un processus appelé écharnage. Ensuite, elle devait être tannée ou corroyée pour éviter qu'elle ne se décompose et ne durcisse. Les Vikings utilisaient plusieurs méthodes de tannage, incluant le tannage végétal avec des écorces riches en tanins et le corroyage avec des graisses et des huiles. Pour les fourrures, où l'objectif était de conserver les poils intacts et attachés au cuir, le corroyage avec des graisses animales était généralement préféré. Ce processus impliquait de frotter intensivement de la graisse, souvent du cerveau de l'animal mélangé à d'autres graisses, dans la peau. Les enzymes et les graisses dans ce mélange transformèrent la structure du collagène dans la peau, la rendant souple et durable. La peau était ensuite travaillée et étirée pour assouplir davantage le cuir, tout en gardant les poils solidement ancrés. Les fourrures ainsi préparées étaient utilisées de diverses manières. Des peaux entières pouvaient être portées comme des capes ou des couvertures. Des bandes de fourrure pouvaient être cousues au bord des capuches, des manches ou des ourlets, fournissant une isolation supplémentaire à ces zones critiques. La fourrure était particulièrement efficace autour du visage, où les poils longs créaient une barrière qui brisait le vent avant qu'il n'atteigne la peau, tout en permettant à l'air de circuler suffisamment pour éviter l'accumulation excessive de condensation. Les sacs de couchage en fourrure représentaient l'une des utilisations les plus importantes de ce matériau pour la survie en mer. Ces sacs étaient fabriqués à partir de plusieurs peaux cousues ensemble pour créer une enveloppe dans laquelle un homme pouvait se glisser entièrement, avec les poils à l'intérieur contre son corps. L'isolation fournie par ces sacs de couchage en fourrure était extraordinaire, permettant aux hommes de dormir même dans des conditions de froid extrême. La nourriture que consommaient les Vikings lors de leur voyage en mer n'était pas simplement une question de survie nutritionnelle de base, c'était un élément intégral et sophistiqué de leur stratégie globale de gestion thermique. Les aliments servaient de carburant métabolique, fournissant l'énergie nécessaire pour que le corps génère la chaleur qui maintenait la vie dans le froid extrême de l'Atlantique Nord. Le type, la quantité et le timing de la consommation alimentaire étaient tous optimisés à travers des siècles d'expérience pour maximiser la production de chaleur corporelle et la survie. Le métabolisme humain fonctionne essentiellement comme un moteur chimique. Les aliments que nous consommons contiennent de l'énergie chimique stockée, principalement sous forme de glucides, de lipides et de protéines. Lorsque ces nutriments sont digérés et métabolisés, cette énergie est libérée. Une partie devient de l'énergie utilisable pour les fonctions corporelles et le mouvement musculaire, mais une grande partie, généralement entre 30 et 50%, 60 et 80%, est convertie directement en chaleur. C'est cette chaleur métabolique qui maintient notre température corporelle interne à environ 37 degrés Celsius, bien au-dessus de la température de l'environnement dans des conditions froides. Dans un environnement froid, les besoins énergétiques du corps augmentent dramatiquement. Le corps doit produire plus de chaleur pour compenser les pertes thermiques accrues vers l'environnement. De plus, les mécanismes actifs de génération de chaleur comme les frissons, qui sont essentiellement des contractions musculaires rapides involontaires, consomment de grandes quantités d'énergie. Un homme exposé au froid extrême peut avoir besoin de 2 à 3 fois plus de calories qu'un homme dans un environnement tempéré. Les Vikings comprenaient empiriquement cette relation entre alimentation et chaleur, même s'ils ne connaissaient pas les mécanismes biochimiques sous-jacents. Leurs pratiques alimentaires en mer reflètent une compréhension sophistiquée de la nécessité de fournir un carburant métabolique adéquat pour maintenir la production de chaleur corporelle. Les provisions emportées pour un voyage en mer étaient soigneusement choisies pour répondre à plusieurs critères. Elles devaient être nutritives, fournissant une densité calorique élevée dans un volume et un poids raisonnable. Elles devaient être durables, capables de survivre plusieurs semaines en mer sans se gâter. Elles devaient être relativement faciles à stocker et à consommer dans les conditions difficiles d'un navire en mer. Et, crucial pour notre sujet, elles devaient fournir le bon type d'énergie métabolique pour optimiser la production de chaleur. Les différents macronutriments, glucides, lipides et protéines, ont des propriétés différentes en termes de production de chaleur. Les glucides sont métabolisés relativement rapidement, fournissant une libération d'énergie rapide mais de courte durée.
Les lipides, les graisses, contiennent plus de 2 fois plus d'énergie par gramme que les glucides et sont métabolisés plus lentement, fournissant une libération d'énergie soutenue sur une période plus longue. Les protéines ont une propriété thermique particulière. Leur métabolisation génère plus de chaleur que celle des glucides ou des lipides, un phénomène appelé effet thermique des aliments ou thermogénèse, induite par l'alimentation. Les provisions Viking reflétaient une exploitation intuitive de ces propriétés. La base de l'alimentation en mer consistait en aliments riches en lipides et en protéines, optimaux pour une production de chaleur soutenue dans le froid. La viande séchée était un aliment de base. Les Vikings préparèrent de grandes quantités de viande, principalement du porc, du mouton, du bœuf et de la viande de renne, en la coupant en fines lanières et en la séchant au soleil et au vent, ou en la fumant au-dessus de feux de bois. Ce processus de séchage enlevait la majeure partie de l'eau de la viande, concentrant les nutriments et empêchant la croissance bactérienne qui causerait la décomposition. La viande séchée pouvait se conserver pendant des mois, voire des années, si elle était gardée au sec. Cette viande séchée était extrêmement dense en protéines et contenait également une bonne quantité de graisse, surtout si elle était préparée à partir de coupes de viande grasse. La consommation de cette viande fournissait un apport substantiel de protéines qui, comme mentionné, générait beaucoup de chaleur lors de la métabolisation. De plus, la viande devait être mâchée longuement et vigoureusement, un processus qui en soi générait de la chaleur par l'activité musculaire de la mastication. Le poisson séché était encore plus important que la viande pour de nombreux voyages vikings, particulièrement ceux originaires de Norvège, où la morue était abondante. La morue était capturée en grande quantité pendant sa migration de frai, puis séchée à l'air froid du nord. Cette morue séchée, appelée stockfish, devenait dure comme du bois, mais pouvait se conserver presque indéfiniment. Comme la viande séchée, elle concentrait les protéines et nécessitait une mastication vigoureuse. Un avantage particulier du poisson séché était sa teneur relativement faible en graisse, ce qui empêchait le rancissement qui affectait parfois la viande grasse stockée longtemps. Cependant, cette faible teneur en graisse signifiait aussi que le poisson séché ne fournissait pas autant d'énergie calorique totale que la viande grasse. Les Vikings compensaient cela en consommant le poisson avec d'autres aliments riches en graisse. Le beurre et le lard représentaient les sources de graisse pure les plus importantes. Le beurre était produit en grande quantité par les communautés d'agriculteurs vikings et était un bien commercial précieux. Pour la conservation à long terme, le beurre était souvent clarifié, un processus qui enlevait l'eau et les protéines du lait, ne laissant que la graisse pure. Ce beurre clarifié, essentiellement ce que nous appellerions aujourd'hui du ghee, pouvait se conserver pendant de très longues périodes sans réfrigération. Le lard, la graisse de porc, était préparé en faisant fondre la graisse du cochon et en la filtrant pour enlever les impuretés. Comme le beurre clarifié, le lard pur se conservait bien. Ces graisses étaient transportées dans des outres en cuir ou des petits tonneaux en bois. Elles étaient consommées directement, étalées sur du pain ou mélangées à d'autres aliments, fournissant une source concentrée d'énergie calorique. La valeur calorique de ces graisses était extraordinaire. Un gramme de graisse fournit environ 9 calories, comparé à environ 4 calories pour un gramme de glucides ou de protéines. Cela signifie qu'un petit morceau de lard ou de beurre fournissait autant d'énergie qu'une quantité beaucoup plus grande de pain ou de viande maigre. Dans les conditions de l'Atlantique Nord, où chaque gramme de poids sur le navire était significatif et où l'espace de stockage était limité, cette densité calorique était cruciale. De plus, la métabolisation des graisses fournissait une source d'énergie soutenue. Contrairement aux glucides qui sont rapidement absorbés et métabolisés, causant une poussée d'énergie suivie d'une chute, les graisses sont digérées et métabolisées lentement, fournissant un flux constant d'énergie sur plusieurs heures. Cette libération soutenue d'énergie se traduisait par une production soutenue de chaleur métabolique, idéale pour maintenir la température corporelle pendant de longues périodes d'exposition au froid. Le fromage était un autre aliment de base important. Les Vikings produisaient du fromage à partir du lait de vache, de chèvre et de mouton. Le fromage offrait une combinaison équilibrée de protéines et de graisses dans un format compact et durable. Les fromages à pâte dure, vieillis pendant plusieurs mois, se conservaient particulièrement bien et pouvaient supporter les conditions difficiles en mer. Le pain et d'autres aliments à base de céréales fournissaient des glucides. Les Vikings faisaient du pain à partir d'orge, de seigle et parfois de blé. Pour les voyages en mer, ils préparaient souvent des pains plats durs qui pouvaient se conserver longtemps, similaires aux biscuits de mer des marins ultérieurs. Ces pains étaient cuits 2 fois pour enlever toute humidité, les rendant extrêmement durs mais très durables.
Bien que les glucides ne fournissent pas autant d'énergie par gramme que les graisses et ne génèrent pas autant de chaleur métabolique que les protéines, ils avaient néanmoins un rôle important. Ils étaient métabolisés rapidement, fournissant une source d'énergie immédiate. Après une nuit froide, un morceau de pain pouvait donner un regain d'énergie rapide pendant que le corps attendait que les graisses et les protéines d'un repas plus substantiel soient digérées et métabolisées. Les Vikings emportaient également des fruits et légumes séchés lorsque disponibles. Les pommes séchées, les baies séchées, les oignons et l'ail étaient parfois inclus dans les provisions. Ces aliments fournissaient des vitamines et des minéraux importants pour maintenir la santé générale, ce qui était crucial pour la survie à long terme. Une carence en certaines vitamines pouvait affaiblir le système immunitaire, ralentir la guérison des blessures et réduire la capacité du corps à fonctionner efficacement, incluant sa capacité à générer de la chaleur. Les noix, lorsqu'elles étaient disponibles, étaient hautement valorisées. Les noisettes, en particulier, étaient communes dans certaines parties de la Scandinavie. Les noix sont extraordinairement denses en calories, principalement sous forme de graisse saine, et elles se conservent bien. Une poignée de noix pouvait fournir une quantité substantielle d'énergie dans un très petit volume. L'hydromel et la bière étaient parfois emportés sur les voyages, surtout les voyages plus courts ou ceux entrepris par des équipages plus riches. Ces boissons alcoolisées fournissaient des calories sous forme de glucides et d'alcool. L'alcool donne en fait 7 calories par gramme, entre les glucides et les graisses en termes de densité calorique. Cependant, l'alcool a des effets métaboliques complexes et peut en fait augmenter la perte de chaleur du corps en causant la dilatation des vaisseaux sanguins périphériques, ce qui envoie plus de sang chaud vers la peau où il perd sa chaleur. Pour cette raison, bien que l'alcool puisse créer une sensation subjective de chaleur, il peut en fait augmenter le risque d'hypothermie dans des conditions de froid extrême. Les Vikings expérimentés savaient probablement cela empiriquement et limitaient la consommation d'alcool en mer froide, ou la réservaient pour des occasions spéciales lorsque l'équipage pouvait être à l'abri et se réchauffer par d'autres moyens. L'eau potable était essentielle et posait des défis logistiques significatifs. Un homme a besoin d'environ 2 à 3 litres d'eau par jour dans des conditions normales, et potentiellement plus lors d'efforts physiques intenses. L'eau est lourde, 1 litre pesant 1 kg, donc transporter suffisamment d'eau pour un équipage entier pour un voyage de plusieurs semaines représentait un poids substantiel. Les Vikings transportaient l'eau dans des tonneaux en bois ou des outres en cuir. Ils essayaient de reconstituer leurs réserves d'eau douce chaque fois que possible en s'arrêtant près de rivières ou de sources sur les côtes. Dans des situations désespérées, certains récits mentionnent la collecte d'eau de pluie ou même la fonte de glace de mer, bien que cette dernière ne soit pas vraiment potable en raison de sa teneur en sel. Le timing et la fréquence des repas en mer étaient adaptés aux nécessités de la gestion thermique. Plutôt que de prendre 3 gros repas par jour, comme dans certaines traditions modernes, les Vikings en mer mangeaient plus fréquemment mais en plus petite quantité. Cette stratégie maintenait un flux constant de carburant métabolique entrant dans le corps, soutenant une production continue de chaleur. La navigation elle-même était une composante critique de la stratégie viking de survie dans le froid, bien que cela puisse ne pas être immédiatement évident. Les routes que les Vikings choisissaient, les périodes pendant lesquelles ils voyageaient et la manière dont ils pilotaient leurs navires étaient tous influencés par la nécessité de minimiser l'exposition de l'équipage au froid mortel. La navigation viking n'était pas simplement l'art de trouver son chemin sur la mer, c'était aussi l'art de rester en vie pendant le trajet. Les Vikings naviguaient principalement en utilisant ce que nous appellerions aujourd'hui la navigation à l'estime et la navigation pilotage, combinées avec une connaissance profonde des signes naturels et des modèles environnementaux. Ils n'avaient pas de boussole magnétique, qui ne fut introduite en Europe que plusieurs siècles après la fin de l'ère viking. Ils n'avaient pas de sextant ou d'astrolabe pour mesurer précisément la latitude. Ils n'avaient pas de chronomètre pour déterminer la longitude. Pourtant, ils traversaient régulièrement l'Atlantique Nord, l'une des étendues marines les plus difficiles et les plus dangereuses au monde. La clé de leur succès résidait dans une combinaison d'observations minutieuses, de mémoire phénoménale et de compréhension intuitive des modèles naturels. Les navigateurs vikings expérimentés mémorisaient des quantités extraordinaires d'informations, la forme des côtes, la position des îles, les profondeurs d'eau, les courants marins, les vents dominants, les migrations d'oiseaux, les couleurs de l'eau, les types de vagues. Toutes ces informations étaient intégrées mentalement pour créer une carte cognitive tridimensionnelle et temporelle de l'océan.
Mais pour notre sujet d'intérêt, l'aspect le plus pertinent de la navigation viking était la manière dont les choix de navigation étaient influencés par les considérations thermiques. Les Vikings ne choisissaient pas simplement la route la plus courte entre deux points, ils choisissaient des routes qui équilibraient l'efficacité avec la sécurité. Et la sécurité incluait la gestion de l'exposition au froid. Les voyages étaient planifiés pour profiter des saisons les plus favorables. Bien que nous ayons tendance à penser aux Vikings comme navigant toute l'année, la réalité est que la majeure partie de la navigation à longue distance se faisait en été-distance, se faisait pendant les mois plus chauds, généralement de mai à septembre dans l'hémisphère nord. Pendant cette période, non seulement les températures étaient plus clémentes, mais les jours étaient également beaucoup plus longs aux latitudes nordiques, où opéraient les Vikings, fournissant plus d'heures de lumière pour la navigation et réduisant les longues nuits froides. L'hiver en Scandinavie et dans l'Atlantique Nord était une saison de tempêtes féroces, de mer démontée et de froid intense. La navigation hivernale était rare et généralement entreprise seulement en cas de nécessité urgente. Les navires étaient tirés sur la plage et retournés pour créer des abris ou stockés dans des hangars à bateaux. Les équipages passaient l'hiver sur terre, où ils pouvaient maintenir des feux, vivre dans des maisons isolées et survivre au froid beaucoup plus facilement qu'en mer. Cependant, même pendant la saison de navigation favorable, les Vikings devaient faire face à des défis thermiques, surtout lors de voyages vers le nord ou lors de traversées océaniques vers l'Islande et le Groenland. Ces régions connaissaient des températures froides même en été et les conditions pouvaient se dégrader rapidement. Les routes maritimes vikings suivaient généralement les côtes autant que possible. La navigation côtière offrait de nombreux avantages au-delà de la simple facilité de navigation. Elle permettait des arrêts fréquents pour réapprovisionner l'eau et la nourriture, pour réparer les dommages au navire et, crucial pour notre sujet, pour que l'équipage se repose, se sèche et se réchauffe à terre. Une journée typique de navigation côtière pourrait commencer à l'aube. L'équipage se réveillerait après avoir passé la nuit campé sur la plage ou dans un abri côtier, reposé et réchauffé par un feu nocturne. Après un repas du matin préparé sur le feu, il lancerait le navire et naviguerait pendant la journée, suivant la côte. Au coucher du soleil, il chercherait un endroit approprié pour tirer le navire sur la plage pour la nuit. Un nouveau camp serait établi, un nouveau feu allumé, et l'équipage pourrait à nouveau se sécher, se réchauffer, préparer un repas chaud et dormir dans un confort relatif. Cette routine quotidienne d'exposition au froid en mer suivie de réchauffement à terre était beaucoup plus supportable que des jours et des nuits consécutives en mer sans répit. Elle permettait également de sécher les vêtements qui avaient inévitablement été mouillés par les embruns et la transpiration pendant la journée. Avoir accès à des vêtements secs était, comme nous l'avons mentionné, critique pour la survie dans le froid. Les Vikings choisissaient soigneusement leurs sites de camping nocturnes. Ils recherchaient des plages abritées, protégées des vagues et du vent, où le navire pouvait être tiré en sécurité. Ils préféraient des sites avec de l'eau douce, disponible à proximité, soit une rivière, soit une source. Ils cherchaient des sites avec du bois de chauffage disponible pour le feu de camp, et ils évitaient les sites qui pourraient être dangereux à cause de falaises instables, de marées imprévisibles ou de la présence de groupes hostiles. Ces sites de camping viking sont parfois encore visibles aujourd'hui. L'utilisation répétée des mêmes sites favorables au fil des siècles a laissé des traces archéologiques, des foyers de feu avec du charbon de bois et des cendres, des débris de repas, des objets perdus ou jetés. L'étude de ces sites nous donne un aperçu de la routine quotidienne de la navigation viking et confirme l'importance du camping côtier régulier pour la survie. Cependant, toutes les navigations ne pouvaient pas suivre les côtes. Les traversées océaniques vers l'Islande, le Groenland et le Vinland nécessitaient des jours ou des semaines en pleine mer, sans possibilité d'atterrir. Ces voyages étaient les plus dangereux et les plus éprouvants, et c'est pour ces voyages que les stratégies thermiques que nous avons décrites dans les sections précédentes étaient les plus critiques. La traversée de la Norvège à l'Islande, par exemple, couvrait environ 1000 km d'océan ouvert. Avec des conditions favorables et un bon vent, un kneur, le type de navire cargo viking, pouvait compléter cette traversée en 4 à 7 jours. Mais avec des vents défavorables ou des tempêtes, le voyage pouvait prendre 2 semaines ou plus. Pendant tout ce temps, l'équipage était exposé aux éléments sans répit. Pour ces voyages océaniques, les Vikings attendaient des conditions météorologiques favorables avant de partir. Ils observaient le
ciel, les vents et d'autres signes naturels pour prédire le temps à venir. Partir dans de mauvaises conditions pouvait être fatal, donc ils attendèrent patiemment, parfois pendant des semaines, le bon moment. Ils choisissaient également la période de l'année avec soin. Les traversées vers l'Islande se faisaient généralement en été, lorsque les tempêtes étaient moins fréquentes et les températures plus clémentes. Même ainsi, l'Atlantique Nord, en été, pouvait être froid et dangereux, avec des températures de l'air souvent inférieures à 10 degrés Celsius et des températures de l'eau encore plus froides. La route vers l'Islande suivait généralement une latitude particulière en partant de la Norvège. Les navigateurs maintenaient cette latitude en observant la position du soleil à midi, une technique simple mais efficace pour la navigation est-ouest. Cette route passait par les îles Shetland et les îles Féroé, offrant des points de repère et des possibilités d'arrêt pour se reposer et se réapprovisionner. La continuation vers le Groenland depuis l'Islande était encore plus éprouvante. Cette traversée couvrait environ 900 km d'océan encore plus froid, avec des icebergs et de la glace de mer présentant des dangers supplémentaires. Les eaux autour du Groenland restaient froides, même en plein été, généralement entre 2 et 6 degrés Celsius. Tomber dans une telle eau signifiait une mort rapide par hypothermie, généralement en moins de 15 minutes. Pour naviguer dans ces conditions extrêmes, les Vikings utilisaient toutes les stratégies que nous avons décrites. Vêtements en couches multiples, partage de chaleur corporelle, nourriture riche en calories et organisation minutieuse de l'équipage. Mais ils utilisaient également des stratégies de navigation spécifiques pour minimiser le risque. L'une de ces stratégies était de naviguer en convoi lorsque possible. Plusieurs navires voyageaient ensemble, restant en vue visuelle les uns des autres. Cette pratique offrait plusieurs avantages. Si un navire rencontrait des difficultés, les autres pouvaient porter assistance. Les équipages multiples augmentèrent les chances qu'au moins certains navigateurs expérimentés survivent pour guider le voyage. Et, peut-être moins évident, les multiples navires fournissaient un soutien moral et psychologique. Savoir que d'autres partagèrent les épreuves rendait les difficultés plus supportables. Une autre stratégie était de naviguer de manière conservatrice, évitant les risques inutiles. Les Vikings préféraient prendre plus de temps pour compléter un voyage en toute sécurité plutôt que de prendre des risques pour gagner du temps. Si les conditions météorologiques se dégradaient sérieusement, ils pouvaient choisir de mettre le navire en cap, une technique où le navire est orienté pour présenter le minimum de surface au vent et aux vagues et dérive simplement en attendant que la tempête passe. Cette technique était éprouvante pour l'équipage, qui devait endurer des heures ou des jours de conditions horribles, mais elle était plus sûre que de tenter de naviguer activement dans une tempête. La vitesse de navigation était également ajustée en fonction des conditions thermiques. Par temps très froid, les Vikings pouvaient choisir de ramer même s'il y avait du vent pour les voiles. Comme mentionné précédemment, le ramage générait beaucoup de chaleur corporelle, aidant à garder l'équipage au chaud. De plus, le ramage donnait à chaque homme une tâche active, empêchant l'ennui et le désespoir qui pouvaient s'installer pendant les longues périodes d'inactivité dans le froid. L'aménagement de l'espace pour dormir et se reposer sur un navire viking en mer était un défi complexe qui nécessitait d'équilibrer les besoins opérationnels du navire avec les nécessités physiologiques de l'équipage, particulièrement la nécessité cruciale de maintenir la chaleur corporelle pendant les périodes de repos. Le sommeil est essentiel pour la fonction humaine, mais c'est aussi une période de vulnérabilité particulière au froid car le corps réduit sa production de chaleur métabolique pendant le sommeil, surtout pendant les phases de sommeil profond. Sur un navire viking typique, l'espace était extraordinairement limité. Un drakkar, le célèbre navire de guerre viking, pouvait mesurer 25 à 30 mètres de long et 5 à 6 mètres de large au maximum, mais une grande partie de cet espace était occupée par la structure du navire lui-même, le mât, les coffres de rangement, les provisions, les armes et l'équipement. L'espace utilisable pour un équipage qui pouvait compter de 30 à 70 hommes était remarquablement restreint. Un kneur, le navire cargo, était généralement plus court mais proportionnellement plus large, peut-être 15 mètres de long et 5 mètres de large. Il transportait un équipage plus petit, peut-être 15 à 30 hommes, mais une grande partie de l'espace intérieur était remplie de marchandises. Là encore, l'espace pour l'équipage était très limité. Dans ces confins étroits, les Vikings devaient créer des arrangements qui permettraient à l'équipage de se reposer suffisamment pour rester fonctionnel, tout en maintenant la capacité de répondre rapidement à tout changement dans les conditions de mer ou météorologiques. La solution impliquait une combinaison de rotation soigneusement orchestrée, d'utilisation créative de l'espace disponible et d'exploitation maximale de la chaleur corporelle collective.
Pendant la navigation active en haute mer, il était impossible pour tout l'équipage de dormir simultanément. Le navire nécessitait une surveillance constante. Quelqu'un devait tenir le gouvernail, quelqu'un devait surveiller les voiles et les ajuster selon les changements de vent, quelqu'un devait faire le guet pour les dangers, comme d'autres navires, des rochers ou des icebergs. L'équipage était donc divisé en équipes qui se relayaient, certains travaillant pendant que d'autres se reposaient. Le système de rotation typique divisait l'équipage en 2, 3 ou parfois 4 équipes. Chaque équipe aurait un tour de service d'une certaine durée, peut-être 4 heures, pendant lequel ils assuraient toutes les fonctions nécessaires du navire. Ensuite, ils seraient relevés par l'équipe suivante et auraient du temps pour se reposer. Ce système, similaire au quart de veille utilisé par les marins à travers l'histoire, assurait que le navire était toujours manœuvré de manière sûre, tout en permettant à chaque homme de dormir au moins quelques heures par jour. Pendant leur période de repos, les hommes utilisaient toutes les techniques que nous avons décrites pour maintenir leur chaleur. Ils s'allongeaient étroitement serrés les uns contre les autres, généralement le long des flancs du navire où les coffres de mer fournissaient une surface légèrement élevée au-dessus du fond de cale potentiellement humide. Les hommes au milieu du groupe étaient les plus chauds, bénéficiant de la chaleur corporelle de leurs voisins des deux côtés. Les hommes aux extrémités étaient plus exposés et plus froids. Pour équilibrer cette inégalité, les positions étaient régulièrement changées. Après un certain temps, peut-être 1 heure, les hommes se déplaçaient, ceux qui avaient été aux extrémités se déplaçant vers le centre, ceux du centre vers les extrémités. Cette rotation assurait que personne n'était exposé au froid le plus intense pendant trop longtemps. Elle empêchait également que certains individus ne deviennent dangereusement froids pendant que d'autres restaient confortables. Les hommes dormaient généralement habillés de plusieurs couches de leurs vêtements, enlevant peut-être seulement les couches extérieures les plus humides ou les plus restrictives. Garder les vêtements portés servait plusieurs fonctions. Cela maintenait l'isolation contre le froid. Cela signifiait aussi que les hommes pouvaient se lever rapidement et être prêts à travailler en cas d'urgence sans avoir à se rhabiller d'abord. Et cela empêchait les vêtements d'être perdus ou mélangés dans les confins sombres et bondés du navire. Par-dessus les hommes allongés, on étalait toutes les couvertures et peaux disponibles. Les couvertures vikings étaient généralement tissées en laine épaisse, similaires au tissu utilisé pour les vêtements extérieurs, mais souvent dans un tissage encore plus lâche pour maximiser la capture d'air et donc l'isolation. Certaines couvertures étaient faites de plusieurs couches de tissu plus fins cousues ensemble, créant une structure matelassée avec de l'air emprisonné entre les couches. Les peaux d'animaux servaient de couverture supplémentaire, surtout les grandes peaux d'ours, de rennes ou de plusieurs moutons cousus ensemble. Ces peaux étaient orientées avec la fourrure vers l'intérieur, contre les corps des hommes, créant une surface douce et chaude au toucher immédiat. La fourrure piégeait l'air réchauffé par les corps juste à côté de la peau, maximisant l'effet isolant. Dans des conditions particulièrement froides, ou pendant des tempêtes, lorsque tout l'équipage devait chercher abri, les Vikings créaient des structures plus élaborées. Les voiles étaient détachées du mât et des vergues et étendues au-dessus de l'espace central du navire, créant une sorte de tente. Les bords de la voile pouvaient être attachés au flanc du navire ou pesés avec des objets lourds pour créer un espace fermé. Cette tente de voile offrait une protection contre le vent et les précipitations, 2 facteurs majeurs dans la perte de chaleur. Le vent augmente dramatiquement le taux de perte de chaleur du corps, un effet que nous connaissons comme le refroidissement éolien. Même une barrière relativement perméable comme une voile en laine peut réduire significativement la vitesse du vent, diminuant ainsi le refroidissement éolien. De plus, la voile créait un espace dans lequel l'air pouvait être légèrement réchauffé par la chaleur corporelle collective de l'équipage, créant un micro-environnement plus tempéré. Des objets étaient stratégiquement disposés pour améliorer cet abri. Les coffres de mer, normalement utilisés comme sièges de rameurs, pouvaient être repositionnés pour former des murs qui bloquaient le vent. Les boucliers, normalement accrochés le long des flancs extérieurs du navire pour la protection au combat et aussi pour réduire les embruns, pouvaient être apportés à l'intérieur et disposés pour créer des barrières supplémentaires. Les sacs de provisions, les tonneaux d'eau et tout autre objet mobile étaient positionnés pour maximiser la protection contre les éléments. À l'intérieur de cet espace partiellement fermé, les hommes s'organisaient en ce que nous avons appelé un nid thermique collectif. Ils s'allongeaient en couches, certains sur le fond, d'autres partiellement au-dessus d'eux, dans un arrangement que nous pourrions décrire comme tridimensionnel. Cette configuration maximisait le nombre d'hommes dans l'espace le plus abrité tout en maximisant le contact corporel pour le partage de chaleur.
La respiration collective de tant d'hommes dans un espace relativement confiné augmentait l'humidité de l'air sous les couvertures, bien que cela puisse sembler négatif, car l'air humide conduit la chaleur mieux que l'air sec. Il y avait en fait un avantage. L'air très humide empêchait l'évaporation de l'humidité de la peau et des voies respiratoires, réduisant ainsi la perte de chaleur par évaporation. De plus, la condensation de la vapeur d'eau libère de la chaleur, contribuant légèrement au réchauffement de l'espace. Cependant, cette humidité avait aussi un coût. Les couvertures et vêtements devenaient progressivement humides de condensation. L'humidité accumulée devait être gérée pour éviter que les matériaux isolants ne perdent leur efficacité. Lorsque c'était possible, généralement lors des arrêts à terre, les couvertures et vêtements humides étaient séchés près d'un feu. En mer, les Vikings profitaient de toute période de temps sec et relativement chaud pour aérer les couvertures et les vêtements, les étendant sur les cordages ou les bancs de rameurs pour permettre à l'humidité de s'évaporer. Les sacs de couchage en fourrure que nous avons mentionnés précédemment méritent une discussion plus détaillée dans ce contexte. Ces sacs étaient des investissements substantiels en temps et en ressources. Créer un sac de couchage nécessitait plusieurs grandes peaux d'animaux, des heures de travail pour préparer les peaux et des compétences considérables en couture pour assembler les peaux de manière à créer un sac étanche et durable. En conséquence, ces sacs de couchage n'étaient pas disponibles pour tous les membres d'équipage. Ils étaient généralement possédés par les hommes de rang plus élevé, les chefs et les navigateurs dont la survie était jugée particulièrement cruciale pour le succès du voyage. Cependant, même les hommes qui ne possédaient pas leur propre sac pouvaient bénéficier de leur présence. Les sacs de couchage occupés par les hommes de rang élevé fournissaient des zones de chaleur concentrées et les autres membres d'équipage pouvaient se serrer contre ces sacs, bénéficiant de la chaleur radiante. L'utilisation d'un sac de couchage en fourrure nécessitait une technique spécifique. L'homme se glissait dans le sac entièrement vêtu, généralement avec plusieurs couches de vêtements. L'ouverture du sac pouvait être resserrée autour du cou ou même de la tête, ne laissant qu'une petite ouverture pour respirer. À l'intérieur du sac, la fourrure contre la peau et les multiples couches d'air emprisonnées créaient une isolation extraordinairement efficace. La température à l'intérieur d'un tel sac, occupé par un homme vivant générant de la chaleur, pouvait être maintenue confortablement au-dessus du point de congélation même lorsque la température extérieure était bien en dessous de zéro. Des études modernes sur des sacs de couchage similaires utilisés par les peuples arctiques ont montré qu'ils peuvent maintenir une différence de température de 30 degrés ou plus entre l'intérieur et l'extérieur. Pour pleinement apprécier l'accomplissement que représentait la capacité des Vikings à survivre en mer froide sans feu, il est instructif de comparer leur méthode avec celle d'autres cultures maritimes qui faisaient face à des défis similaires, ainsi qu'avec ce que nous comprenons aujourd'hui de la science de la survie dans le froid. Cette analyse comparative révèle à la fois les principes universels de la survie thermique et les innovations spécifiques qui distinguaient l'approche viking. Les peuples autochtones de l'Arctique, incluant les Inuits du Groenland et du Canada, les Yupik d'Alaska et de Sibérie et les Saamis du nord de la Scandinavie, faisaient face à des défis climatiques encore plus extrêmes que les Vikings. Les températures dans ces régions pouvaient descendre à moins 40 degrés Celsius ou plus bas, et ces conditions pouvaient persister pendant des mois. Ces peuples développèrent des technologies de survie dans le froid qui étaient, à bien des égards, encore plus sophistiquées que celles des Vikings. Les Inuits en particulier excellaient dans l'utilisation des fourrures pour l'isolation. Ils utilisaient des peaux de caribou, de phoques, d'ours polaires et d'autres animaux arctiques pour créer des vêtements d'une efficacité remarquable. Leur parka était conçu avec une attention méticuleuse aux détails, avec des couches multiples, des systèmes de fermeture élaborés pour empêcher l'air froid d'entrer, et des structures de capuches sophistiquées qui protégeaient le visage tout en permettant une vision périphérique. Une innovation inuite particulièrement ingénieuse était l'utilisation de 2 couches de fourrure portées simultanément, une avec les poils vers l'intérieur contre la peau, l'autre avec les poils vers l'extérieur. Cette configuration créait une barrière d'air extrêmement efficace entre les 2 couches de fourrure. L'air emprisonné entre les 2 couches était réchauffé par le corps mais protégé du vent extérieur par la couche extérieure. Les Vikings utilisaient certainement des fourrures, mais pas aussi universellement ou aussi systématiquement que les peuples arctiques. Cela était en partie dû à la disponibilité des matériaux. La laine était abondante en Scandinavie grâce aux moutons domestiques, tandis que les fourrures de haute qualité nécessitaient la chasse ou le commerce.
La laine était donc le matériau isolant principal pour la plupart des Vikings, avec les fourrures réservées aux individus de haut rang ou aux situations les plus extrêmes. Cependant, la dépendance viking à la laine n'était pas un désavantage inhérent. La laine possède certaines propriétés qui la rendent, à certains égards, supérieure à la fourrure pour les conditions maritimes. Comme mentionné précédemment, la laine conserve une partie de sa capacité isolante même lorsqu'elle est mouillée, une propriété que la fourrure ne partage pas aussi fortement. En mer, où les embruns et l'humidité sont constants, cette propriété de la laine était particulièrement précieuse. Les cultures maritimes d'Asie de l'Est, particulièrement les peuples côtiers de Chine, de Corée et du Japon, développèrent leur propre technologie pour faire face au froid en mer. Ces cultures utilisaient davantage le coton et la soie que la laine, ces fibres étant plus disponibles dans leur région. Le coton, lorsqu'il est utilisé en couches multiples, peut fournir une isolation raisonnable, bien qu'il perde pratiquement toute sa capacité isolante lorsqu'il est mouillé, le rendant moins adapté aux conditions maritimes que la laine. Ces cultures asiatiques développèrent également des vêtements extérieurs imperméables, faits de papier huilé ou de tissu enduit de laque ou de cire. Ces vêtements imperméables empêchaient l'eau de pénétrer jusqu'aux couches isolantes en dessous, une approche différente mais complémentaire à l'utilisation viking de laine, naturellement hydrophobe. En Méditerranée et dans d'autres régions maritimes plus chaudes, le défi n'était évidemment pas la survie dans le froid extrême, et les technologies développées par ces cultures étaient donc très différentes. Cependant, il est intéressant de noter que lorsque des marins de ces régions plus chaudes tentèrent de naviguer vers le nord, ils rencontraient souvent des difficultés catastrophiques parce qu'ils n'étaient pas préparés pour le froid. Les expéditions romaines vers le nord de l'Europe, par exemple, rapportaient régulièrement des difficultés dues au froid, avec des équipages souffrant d'engelure et d'hypothermie. Les Romains, malgré leurs nombreux accomplissements technologiques, n'avaient pas développé les technologies textiles nécessaires pour la survie dans le froid maritime, parce qu'ils n'en avaient tout simplement pas besoin dans leur environnement méditerranéen. Cette comparaison souligne que les technologies vikings de gestion du froid n'étaient pas évidentes ou universelles, mais représentaient des adaptations spécialisées à leur environnement unique. Comparant les méthodes vikings avec les pratiques maritimes ultérieures en Europe révèle une trajectoire intéressante. À l'époque médiévale et au début de la période moderne, la technologie navale européenne évolua considérablement. Les navires devinrent plus grands, avec des structures de pont plus substantielles qui créaient des espaces intérieurs plus fermés et plus protégés. Les cabines et les espaces sous le pont offraient un abri bien supérieur à ce qui était disponible sur les navires vikings ouverts. De plus, les marins ultérieurs avaient accès à des sources de chaleur artificielles qui n'étaient pas disponibles pour les vikings. Les navires plus grands et plus robustes pouvaient supporter le poids et le risque d'un poêle ou d'un brasero en métal soigneusement installés avec des protections contre l'incendie. Ces sources de chaleur, même relativement petites, faisaient une énorme différence pour le confort et la survie de l'équipage par temps froid. Cependant, il serait erroné de penser que les marins ultérieurs avaient complètement résolu le problème du froid en mer. Même au XIXe siècle, pendant l'âge d'or de la voile, le froid restait un défi majeur et un tueur significatif de marins. Les récits des expéditions polaires de cette époque sont remplis d'histoires d'équipages souffrant terriblement du froid, avec des taux élevés d'engelure, d'hypothermie et de mort. Les expéditions arctiques des 19e et début 20e siècles, équipées de toute la technologie industrielle moderne de l'époque, incluant des navires à vapeur, des vêtements manufacturés et des conserves alimentaires, subissaient régulièrement des échecs catastrophiques dus au froid. L'expédition Franklin de 1845, pour prendre un exemple fameux, perdit ses 129 hommes, en partie à cause de leur incapacité à gérer le froid arctique. Il est remarquable que les Vikings, plus de 500 ans plus tôt, et avec une technologie apparemment beaucoup plus primitive, naviguaient régulièrement dans ces mêmes régions avec des taux de survie relativement élevés. Cela suggère que, à certains égards, les Vikings comprenaient la gestion du froid mieux que leurs successeurs technologiquement plus avancés. Cette apparente contradiction peut être résolue en reconnaissant que la technologie n'est pas seulement une question d'outils et d'équipements, mais aussi de connaissances, de pratiques et d'organisation sociale. Les Vikings possédaient un corpus de connaissances empiriques sur la survie dans le froid qui était extraordinairement sophistiqué, développé et raffiné sur des générations de vie dans et d'adaptation à des environnements froids.
Les expéditeurs polaires ultérieurs, malgré leur équipement supérieur, manquaient souvent de ces connaissances empiriques. Ils supposaient que la technologie moderne pourrait remplacer l'expertise traditionnelle, une supposition qui s'avéra fatalement erronée dans de nombreux cas. Ce n'est que lorsque les explorateurs européens commencèrent à apprendre des peuples arctiques, adoptant leurs vêtements, leurs pratiques alimentaires et leurs stratégies de survie, que les taux de succès s'améliorèrent significativement. La science moderne de la thermorégulation et de la survie dans le froid a largement validé les pratiques vikings. Les principes que les vikings appliquaient intuitivement sont maintenant compris en détails physiologiques et physiques. Nous savons maintenant pourquoi les couches multiples sont efficaces, comment différents matériaux isolants fonctionnent, comment le corps génère et perd de la chaleur et quelles sont les stratégies optimales pour maintenir la température centrale dans diverses conditions. Cette compréhension scientifique a permis le développement de vêtements et d'équipements modernes pour le froid qui sont indéniablement supérieurs à ce qui était disponible aux Vikings. Les tissus synthétiques modernes peuvent combiner légèreté, isolation, gestion de l'humidité et durabilité de manière que les matériaux naturels ne peuvent égaler. Les sacs de couchage modernes avec isolation synthétique ou en duvet peuvent maintenir des températures confortables à moins 40 degrés avec un poids de seulement 1 ou 2 kg. Cependant, il est important de reconnaître que ces matériaux modernes sont le produit d'industries chimiques et manufacturières complexes, nécessitant des ressources et des connaissances qui n'étaient simplement pas disponibles à l'époque viking. Étant donné les contraintes de leur temps et de leur technologie, les solutions vikings aux problèmes de la survie en mer froide étaient remarquablement efficaces et optimisées. Une leçon particulièrement importante que nous pouvons tirer de l'expérience viking est l'importance de l'organisation sociale et de la solidarité pour la survie dans des conditions extrêmes. Les stratégies vikings de partage de chaleur, de rotation des tâches, de distribution équitable des ressources et de soutien mutuel étaient aussi importantes que leur technologie textile pour leur survie. Cette leçon reste pertinente aujourd'hui, même avec notre technologie avancée. L'héritage des techniques vikings de survie en mer froide s'étend bien au-delà de l'ère viking elle-même et continue d'influencer notre compréhension de la survie dans les environnements extrêmes jusqu'à aujourd'hui. Les innovations et les pratiques développées par ces marins audacieux ont persisté dans les traditions maritimes scandinaves pendant des siècles après la fin officielle de l'ère viking et ont été transmises, directement ou indirectement, à d'autres cultures maritimes à travers l'Europe et au-delà. Les populations côtières de Norvège, d'Islande et d'autres régions nordiques ont continué à utiliser des navires similaires au design viking et des techniques de navigation comparables, bien dans la période médiévale et même au début de la période moderne. Les bateaux de pêche traditionnels de ces régions montraient une continuité claire avec les designs vikings, conservant la construction à clin, les lignes élégantes et les proportions qui avaient été perfectionnées pendant l'ère viking. Plus important pour notre sujet, les pratiques de gestion du froid en mer ont continué largement inchangées. Les pêcheurs norvégiens et islandais du XVe, XVIe et même XVIIe siècle utilisaient encore des vêtements en laine multicouche, des techniques de partage de chaleur collective et des pratiques alimentaires remarquablement similaires à celles de leurs ancêtres vikings. Ces traditions persistaient parce qu'elles fonctionnaient, représentant des solutions optimisées à des défis qui n'avaient pas fondamentalement changé. Les sagas islandaises, bien que composées principalement au XIIIe et XIVe siècle, préservaient des descriptions de pratiques vikings antérieures, incluant des détails sur la navigation, les vêtements et la vie en mer. Ces textes servaient non seulement de littérature et d'histoire, mais aussi, dans une certaine mesure, de manuels pratiques, transmettant des connaissances accumulées sur la survie et le succès dans l'environnement maritime nordique. L'expansion viking elle-même avait diffusé certaines de ces technologies et pratiques à travers l'Europe. Les colonies vikings en Angleterre, en Irlande, en Normandie, en Russie et ailleurs apportèrent avec elles les traditions textiles et maritimes nordiques. Bien que ces traditions se soient partiellement mélangées avec les pratiques locales, certains éléments distinctifs des approches vikings persistaient dans ces régions. La région de Normandie en France, colonisée par les Vikings au Xe siècle, conservait de fortes traditions maritimes qui montraient l'influence nordique. Les Normands devinrent eux-mêmes d'habiles marins et leurs descendants participèrent à des entreprises maritimes majeures comme la conquête de l'Angleterre en 1066 et l'établissement du royaume de Sicile. Les navires utilisés pour ces entreprises montraient l'influence du design viking, bien qu'adapté et modifié selon les besoins méditerranéens pour le cas sicilien.
L'influence viking sur le développement naval européen est parfois débattue par les historiens, certains soutenant que les designs vikings représentaient une branche évolutive distincte qui fut finalement supplantée par d'autres traditions navales, particulièrement les traditions méditerranéennes. Cependant, il est indéniable que certains éléments de la technologie navale viking ont été incorporés dans la tradition maritime européenne plus large. La construction à clin, par exemple, est restée une technique standard de construction navale dans le nord de l'Europe pendant des siècles après l'ère viking. Cette technique offrait les avantages de flexibilité et de résistance que les Vikings avaient exploités, et elle était bien adaptée aux conditions de mer agitées de l'Atlantique Nord et de la mer du Nord. Ce n'est qu'avec le développement de navires beaucoup plus grands à partir du XVe siècle que la construction à carvelle, où les bordages sont placés bord à bord plutôt que superposés, est devenue dominante pour les grands navires. L'influence viking était peut-être plus subtile, mais tout aussi importante dans le domaine de l'organisation sociale et des pratiques maritimes. Les concepts de partage équitable des ressources, de solidarité d'équipage et de responsabilité collective pour la survie qui caractérisaient les voyages vikings sont devenus des éléments fondamentaux de la culture maritime à travers le monde. Les codes maritimes ultérieurs, les lois de la mer et les traditions navales reflétaient ces valeurs, bien qu'il soit impossible d'attribuer leur origine exclusivement aux vikings. Au XXe siècle, une fascination renouvelée pour l'ère viking a conduit à des efforts pour reconstruire et naviguer des répliques de navires vikings, testant ainsi les capacités de ces navires et les théories sur les méthodes vikings. Ces reconstructions expérimentales ont fourni des aperçus précieux sur la réalité de la navigation viking et ont généralement validé l'efficacité des designs et des pratiques vikings. Des projets comme le voyage du navire viking en 1093, lorsqu'une réplique d'un navire viking a navigué de Norvège à Terre-Neuve pour commémorer le 400e anniversaire du voyage de Colomb, ont démontré que les navires vikings étaient parfaitement capables des traversées océaniques qui leur étaient attribuées dans les sagas. L'équipage de ces voyages modernes, même avec l'avantage de combinaisons de survie modernes, de systèmes de communication radio et de navires d'escorte de sécurité, a rapporté que les conditions étaient extrêmement éprouvantes, donnant une nouvelle appréciation pour ce que les Vikings originaux avaient accompli. Ces reconstructions modernes ont également permis des études scientifiques des propriétés des navires vikings. Les ingénieurs navals ont analysé les performances hydrodynamiques de ces navires, confirmant qu'ils étaient remarquablement bien conçus pour leur usage prévu. Les navires vikings combinaient vitesse, maniabilité et capacité à naviguer en eau peu profonde d'une manière qui n'a été égalée par aucun autre design de leur époque et rarement surpassée même par les designs ultérieurs pour des rôles similaires. Des expériences avec des répliques de vêtements vikings ont également été menées. Des chercheurs et des reconstitueurs historiques ont fabriqué des vêtements utilisant les matériaux et les techniques disponibles à l'époque viking, puis ont testé leurs propriétés thermiques dans des conditions contrôlées et sur le terrain. Ces études ont largement confirmé que les systèmes de vêtements vikings, lorsqu'ils sont correctement construits et utilisés, fournissaient une protection efficace contre les intempéries, protection substantielle contre le froid. Une étude particulièrement intéressante a testé l'efficacité des différentes configurations de couches de laine, mesurant la rétention de chaleur, la gestion de l'humidité et le confort lors de diverses activités simulant le travail maritime. Les résultats ont montré que les configurations multicouches utilisant différentes épaisseurs et types de tissus de laine similaires à celles déduites des découvertes archéologiques vikings étaient en effet hautement efficaces et, dans certaines conditions, comparables aux vêtements modernes spécialisés pour le froid. Le principe du système en couches, qui était central à l'approche viking, est maintenant le standard reconnu pour l'habillement en conditions froides. Les guides modernes pour les activités en plein air en conditions froides recommandent invariablement un système à 3 couches. Une couche de base qui gère l'humidité, une couche isolante qui retient la chaleur et une couche extérieure qui bloque le vent et l'eau. C'est essentiellement le même principe que les Vikings appliquaient avec leurs couches de lin, de laine et de laine foulée ou de fourrure. Les forces armées modernes qui opèrent dans des environnements froids ont développé des systèmes d'habillement sophistiqués basés sur ces mêmes principes. Les militaires de pays comme la Norvège, le Canada et la Russie, qui doivent régulièrement opérer dans des conditions arctiques, équipent leurs soldats de systèmes multicouches qui, bien qu'utilisant des matériaux modernes, reflètent les concepts vikings de isolation en couches, de gestion de l'humidité et de protection contre le vent. L'exploration polaire moderne doit également beaucoup aux leçons des Vikings et d'autres peuples arctiques.
les explorateurs modernes reconnaissent que la technologie seule n'est pas suffisante pour la survie dans les environnements extrêmes. Les connaissances, les compétences, la préparation mentale et l'organisation sociale sont également cruciales. Les expéditions polaires réussies du XXIe siècle combinent la meilleure technologie moderne avec des principes de survie traditionnels qui auraient été reconnaissables pour les Vikings. Le changement climatique moderne apporte une ironie particulière à l'héritage viking. Les régions que les Vikings naviguaient avec tant de difficultés, luttant constamment contre le froid et la glace, se réchauffent rapidement. L'Arctique se réchauffe à un rythme environ 2 fois supérieur à la moyenne mondiale, un phénomène appelé amplification arctique. La glace de mer qui aurait bloqué ou menacé les navires vikings pendant une grande partie de l'année recule maintenant dramatiquement. Ce changement ouvre de nouvelles routes maritimes à travers l'Arctique qui étaient auparavant impraticables pendant la majeure partie de l'année. Le passage du nord-ouest à travers l'archipel arctique canadien que les explorateurs européens ont cherché pendant des siècles et que beaucoup sont morts en tentant de naviguer est maintenant régulièrement traversé par des navires commerciaux pendant les mois d'été. La route maritime du nord le long de la côte sibérienne, qu'aucun viking n'a jamais vue mais qui suit la même latitude approximative que leur route vers le Groenland et l'Islande, connaît un trafic maritime en augmentation. Dans un certain sens, les Vikings seraient familiers avec ces routes maritimes arctiques. Ils connaissaient l'Islande, le Groenland et ils avaient atteint l'Amérique du Nord. Ils naviguaient régulièrement dans des eaux que les marins modernes considèrent encore comme difficiles et dangereuses. Mais les Vikings faisaient face à ces défis avec une fraction de la technologie disponible aujourd'hui, s'appuyant plutôt sur leurs connaissances, leurs compétences et leur ingéniosité remarquable. L'histoire de comment les Vikings gardaient leurs navires au chaud, ou plus précisément, comment ils gardaient leurs équipages en vie dans des conditions de froid extrêmes sans la possibilité de faire du feu à bord, est finalement une histoire d'adaptation humaine et d'ingéniosité. Face à un environnement qui était objectivement hostile à la vie humaine, les Vikings développèrent un système intégré de technologie, de pratiques et d'organisation sociale qui leur permettait non seulement de survivre mais de prospérer. Ce système n'était pas basé sur une seule innovation brillante, mais sur l'intégration soigneuse de nombreux éléments. La sélection et le traitement de matériaux textiles pour maximiser l'isolation, la conception de vêtements en couches multiples qui équilibraient protection thermique et fonctionnalité, l'utilisation de fourrures animales pour les situations les plus extrêmes, la gestion nutritionnelle pour optimiser la production de chaleur métabolique, l'organisation de l'équipage pour permettre le partage de chaleur corporelle et la rotation entre les tâches exposées et les tâches non exposées, période de récupération, la conception et la manœuvre des navires pour minimiser l'exposition au froid, et une culture de solidarité et de soutien mutuel qui assurait que les plus forts aidaient les plus faibles. Aucun de ces éléments seuls n'aurait été suffisant. C'était leur combinaison, leur intégration en un système cohérent qui rendait la survie possible. Ce système était le produit de siècles d'expériences accumulées, d'expérimentation, d'observation et de transmission intergénérationnelle de connaissances. Chaque génération de marins vikings héritait de la sagesse de ses prédécesseurs et ajoutait ses propres observations et innovations, raffinant continuellement le système. Ce processus d'adaptation culturelle cumulative est l'une des capacités les plus puissantes de l'humanité. Il nous permet de vivre dans pratiquement n'importe quel environnement sur Terre, des déserts torrides aux régions polaires glacées, pas parce que nous sommes biologiquement adaptés à ces environnements, mais parce que nous pouvons développer culturellement des technologies et des pratiques qui compensent nos limitations biologiques. Les Vikings, naviguant sur leurs navires ouverts à travers l'Atlantique Nord glacé, vêtus de couches de laine et serrés les uns contre les autres pour partager leur chaleur corporelle, représentent cette capacité humaine à son apogée. Ils n'ont pas changé l'environnement pour le rendre plus hospitalier, ils n'avaient même pas cette capacité. Au lieu de cela, ils se sont changés eux-mêmes, développant les connaissances, les compétences, les outils et les pratiques sociales nécessaires pour survivre et réussir dans un environnement qui, de prime abord, semble totalement inhospitalier à la vie humaine. Cette histoire des Vikings et du froid est également une histoire profondément humaine de courage, de persévérance et de coopération. Chaque voyage dans les mers glacées était un pari avec la mort. Les marins vikings savaient que certains d'entre eux pourraient ne pas revenir. Pourtant, ils partaient quand même, poussés par la nécessité économique, par l'esprit d'aventure, par la recherche de terres nouvelles, ou simplement par la volonté de voir ce qui se trouvait au-delà de l'horizon. Ils partaient en sachant qu'ils dépendraient les uns des autres pour leur survie. Le marin le plus fort ne pouvait pas survivre seul dans ces conditions.
Tous dépendèrent de tous. Cette interdépendance absolue créait des liens de solidarité et de confiance qui étaient essentiels, non seulement pour la survie physique, mais aussi pour la résilience psychologique nécessaire pour endurer les longues épreuves en mer. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la technologie nous isole largement des défis environnementaux qui définissaient la vie pour nos ancêtres. Nous contrôlons la température de nos maisons et de nos lieux de travail avec une précision de quelques degrés. Nous pouvons voyager rapidement et confortablement à travers des distances qui auraient leur pris des semaines ou des mois de voyage difficiles pour les Vikings. Nous avons largement conquis le froid, du moins dans les espaces où nous passons la majeure partie de notre temps. Mais cette conquête technologique du froid ne devrait pas nous faire oublier les réalisations de ceux qui ont dû affronter le froid sans nos avantages modernes. Les Vikings, avec leurs navires de bois, leurs vêtements de laine et leur chaleur corporelle partagée, accomplissaient des exploits qui demandent encore notre admiration et notre respect plus d'un millénaire plus tard. Leur héritage persiste non seulement dans les techniques et les technologies spécifiques qu'ils ont développées, dont certaines sont encore utilisées ou ont influencé les pratiques modernes, mais aussi dans la démonstration plus large de ce que les humains peuvent accomplir face à des défis apparemment insurmontables. Les Vikings nous rappellent que l'ingéniosité humaine, combinée à la solidarité sociale et à la détermination, peut surmonter même les obstacles environnementaux les plus formidables. Dans notre monde moderne, confronté à de nouveaux défis environnementaux d'une nature différente mais tout aussi urgente, cette leçon reste pertinente. Les solutions aux problèmes complexes nécessitent souvent non pas une seule innovation technologique miracle, mais plutôt l'intégration réfléchie de multiples approches, la transmission et le respect des connaissances accumulées, et la coopération solidaire entre les personnes. Les Vikings gardaient leurs navires au chaud, ou plutôt gardaient leurs équipages en vie, en comprenant profondément leur environnement, en développant des technologies adaptées à leurs ressources et leurs besoins, et en créant une culture d'interdépendance et de soutien mutuel. Ces principes, appliqués aux défis de notre époque, pourraient bien être aussi essentiels pour notre survie collective qu'ils l'étaient pour les marins vikings, affrontant les mers glacées de l'Atlantique Nord il y a plus de 1000 ans.